Et nous sommes le 26 décembre, il est 19h à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré me rapprocher chaque jour de la fin de la diabolique année 2024. Cette semaine, j'ai détesté me figurer la tristesse qui a dû être celle de ceux de mes amis forcés de rentrer faire les fêtes, entre grands guillemets, par convention, dans des familles qui ne les comprennent pas, ni ne les aiment, ni ne les respectent. Noël en famille choisie, les fêtes entre amis, c'est complètement ok aussi. Cette semaine, j'ai écouté en boucle les conversations de mes proches réunis au tablet de Noël. Du moins, j'ai essayé. Si vous cherchez le mode d'emploi de la conversation chez moi dans le sud-ouest, sachez qu'il n'y a qu'une règle pour prendre la parole. Parler par-dessus la personne qui parle déjà au-dessus de la personne qui parlait plus haut que la toute première personne à avoir pris la parole. Chacun est ainsi heureux d'avoir son temps de parole dans ces joyeux repas inaudibles. Une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais été dépaysée d'être dans une ville ou dans les afters en des endroits bien plus chics, personne ne s'écoutait non plus pour des raisons bien autres que géographiques. Dommage que les tables y fuient moins remplies. Cette semaine, enfin, j'ai découvert les petits objets que ma famille avait glanés au fil des mois, comme beaucoup d'entre vous, j'espère, au pied du sapin, le ventre engourdi. Si tout le monde ne fait pas Noël, tout le monde s'offre parfois des cadeaux. Vous me connaissez ? J'ai comme d'usage perdu le fil de mes pensées ces jours-ci jusqu'à me dire qu'il y avait bon nombre de réflexions à avoir sur cette simple question des cadeaux. Tout le monde s'en offre-t-il vraiment comme je l'ai affirmé ? Pourquoi ? Que nous en reste-t-il longtemps après ? Quels sont les plus beaux cadeaux à faire et quels sont les pires ? Comment faire quand on n'aime pas son cadeau ? Est-on obligé de participer aux cagnottes d'anniversaire, de départ et au Secret Santa ? Faut-il rendre les cadeaux de nos ex ? Ces questions, et des dizaines d'autres, j'ai la chance de pouvoir les traiter ce soir entourée d'une tablée enjouée. À mon repas de famille donc aujourd'hui, Dina. Tu es musicienne, autrice et compositrice. Tu as été découverte sur les réseaux sociaux après une reprise de A2H, qui a tellement aimé ta version de son titre Angoissé, qu'il t'a signé sur son label. Après plusieurs singles et des grands succès comme ton titre Lisa, tu as sorti un premier album en mars, Les rêves qui parlent. Quels sont ces rêves ? Quels sont ces rêves ? C'est une bonne question. C'est un peu tout ce qui se passe dans ma tête, toutes les choses que j'ai vues. Forcément, les rêves, ça influe de tout l'inconscient, du subconscient. Et ce projet, c'est un peu comme ces 8 chansons qui parlent un peu justement de toutes ces petites histoires que je me faisais dans ma tête, inspirées de réalité ou parfois de mes simples rêves. Voilà. Il y a quelques jours, tu as sorti un nouveau titre, Tourner sous la pluie, que nous aurons la chance d'entendre en live en fin d'émission. Bienvenue Dina. Merci. Stéphane Flocari, tu es professeur à la Sorbonne, à l'Institut national du sport et écrivain. Tu as aussi pratiqué le football au sein de l'équipe de France des écrivains sportifs que j'ai découvert en consultant tes biographies. Et tu as questionné le football qui te passionne et tu lui as consacré un ouvrage en 2021. Pourquoi le football ? Après t'être intéressé à la thématique spécifique des fêtes. En effet, tu as écrit Survivre à Noël en 2018, après la parution de Nietzsche et le Nouvel An en 2017. Alors, il en pense quoi, le philosophe Nietzsche du Nouvel An ? Il était en PLS tout le temps au Nouvel An. Nietzsche, il était malade, il était à moitié aveugle, il avait mal au ventre. C'est pas Nietzsche, c'est mes étudiants qui m'ont incité à m'intéresser à Nietzsche et le Nouvel An, parce que au Nouvel An tout le monde dit non, tout le monde prend des résolutions négatives. Je dirai plus ci, je ferai plus ça, je serai plus comme ci, je serai plus comme ça. Et Nietzsche dit au contraire, il faut être des affirmateurs, il faut dire oui. Donc c'est ça qui m'a conduit au Nouvel An. Et quant à Noël, alors c'est vraiment un pur hasard. Parce que le succès de ce livre a fait qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit « Mais nous, c'est Noël qui nous met mal. Est-ce que tu peux faire un truc sur Noël ?» Et j'ai accepté, je leur ai fait ce cadeau, on va dire. Et je me le suis fait aussi. Et tes analyses sur Noël, on va pouvoir revenir dessus tout au cours de cette émission. Bienvenue, Stéphane. Merci. Léa Germano, tu es une personnalité du monde de la mode dite durable et de la mode tout court. Après des études dans les plus prestigieuses écoles de mode à travers le monde et des années d'expérience chez Marc Jacob et Balmain, te rendant experte en création et en styling, tu as fondé en 2020 Studio Paillettes, une plateforme de location de vêtements de jeunes créateurs et de marques prestigieuses au mois. Je vois l'idée écologique derrière, évidemment, mais pourquoi alors louer des vêtements plutôt que de les acheter en seconde main ? Pourquoi louer plutôt que acheter, en fait ? C'est ça la question, parce que acheter, ça veut dire stocker des produits dans son placard.
Et après, si c'est des envies mode fortes, en fait, elles changent, elles sont éphémères et c'est complètement OK. Donc acheter en seconde main, c'est super, mais pour répondre à une envie mode forte et s'éclater avec son style, changer souvent, il vaut mieux ne pas posséder, ne pas stocker, ne pas avoir ce problème en fait sur les bras. Donc louer, c'est un moyen d'accéder à la mode, d'en profiter sans culpabiliser sur aucun des sujets qui sont liés. La revente, est-ce que je vais vraiment porter ce vêtement longtemps Voilà, c'est juste une manière de s'amuser avec son style. Et louer qui peut être en plus une bonne idée pour les fêtes, pour ces occasions où justement on a toujours envie d'avoir la tenue qui détonne un petit peu du quotidien. Ah bah c'est sûr que les fêtes, c'est le premier moment où on reçoit les premiers clients qui comprennent tout de suite, ok, là j'ai vraiment besoin d'une tenue. Les fêtes, c'est le point d'entrée vers la location. Une fois qu'on a fait ça, on comprend qu'on peut s'amuser sur son style à d'autres moments de l'année. Et c'est chouette. Mais du coup, les fêtes, c'est clair. Les fêtes et les mariages. Merci beaucoup Léa et bienvenue. Et enfin, à cette table, Alicia Eliès, tu es chanteuse en parallèle de ta carrière de mannequin qui t'a consacré Miss Guyane puis Miss France 2017. Tu t'es lancée dans la musique avec le single Mojo. Plus de 11 millions d'écoutes sur Spotify en 2021. Après ce succès, tu as pris une pause avec ta maternité et la naissance de ta fille Tamalia. Et en octobre, tu es revenue avec un nouveau titre et un nouveau clip, No Voilà, qui réchauffe un peu au milieu de l'hiver qui s'étend déjà et qui commence à peine, je vous le rappelle. De quoi parle ce titre ? Alors No Voilà, ça veut dire il n'y a pas de problème. Pour moi, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et que si on est à un endroit où ça ne nous plaît pas, il n'y a pas de bonnes énergies, il y a toujours moyen d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus ensoleillé et de changer son environnement pour aller vers quelque chose de positif. Et bienvenue dans Tunnel. Si vous nous rejoignez à l'instant, je suis avec mes invités Dina, Alicia Eliès, Tofiane Flocari et Léa Germano pour parler ce soir des cadeaux, tout simplement. On reste dans le thème de ces jours-ci. Et je vais commencer par une question qui va nous propulser loin en arrière, mais c'est aussi cet effet qu'ont les fêtes de fin d'année, cette espèce de cycle qui revient chaque fin d'année. Quels sont les cadeaux qui vous ont marqué étant enfant ? À Noël ou aux anniversaires d'ailleurs, ou à n'importe quelle occasion. Moi, il y en a deux. Il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Un, quand j'avais 6 ans, c'était mon anniversaire, et j'étais pas sûr que mes parents m'offriraient un cadeau. Et comme je suis le dernier de la famille, je voulais m'assurer de leur affection. Et je sais que ma mère avait planqué un cadeau dans la maison, et j'ai cherché partout. Et c'était une voiture de police, une petite voiture de police bleue et blanche, là, qu'elle avait cachée dans un torchon sur le balcon, pour que ni moi ni mes frères ne la trouvent et ne jouent avec. Et je l'ai trouvée avant. Et j'ai fait semblant de rien dire. Et j'étais sûr qu'elle m'aimait et que mon père m'aimait, alors j'ai déposé, voilà. Et sinon, quand j'ai eu 12 ans, pour mes 12 ans, j'ai demandé à mes parents de m'offrir les 5 tomes dans la Pléiade des Rougon-Macquart que j'avais découvert de Zola. Au début, en fait, j'avais négocié sur 1, puis après 2, puis après j'ai dit à ma mère, mais il y en a 20, il y a 5 tomes. Et elle a été adorable, comme toujours, elle m'a acheté les 5, et je les ai toujours. Ils sont dans ma bibliothèque, c'est mes plus beaux trophées. Je n'ai jamais vendu aucun livre, mais je préfère vendre ma maison que ces livres. C'est vrai ? Ah oui, je les aime comme mon enfance. Ils ont le goût de mon enfance, vraiment. Et il y a eu quelque chose, du coup, de mêler, toi, à ta vocation d'écrivain ? Ah oui, tout de suite les mots, tout de suite le texte, tout de suite l'histoire, les personnages, les Rougon-Macquart. Ça raconte l'histoire de l'hérédité sociale, qui était d'ailleurs peut-être une de mes problématiques personnelles. C'est-à-dire, puisque moi, je n'avais pas d'hérédité sociale intellectuelle. Donc de devenir un intellectuel et de devenir un écrivain. Et quand on devient un écrivain et un intellectuel, c'est d'autant plus difficile de trouver un style à soi s'il n'y a personne derrière dans la maison. C'est souvent difficile d'être contre les autres, mais tout seul, c'est difficile aussi. Et donc, sans doute, je n'ai pas choisi ce cadeau par hasard. Est-ce que ce ne sont pas les cadeaux qui nous choisissent et non pas nous qui choisissons les cadeaux? Vous voyez, ça, c'est une question. Les cadeaux parlent de nous, ils parlent de qui nous sommes, de ce à quoi nous aspirons. Et j'avoue que la question que l'enfant que j'étais avait posée à ses parents, c'était: est-ce que vous me laissez avoir des livres aussi chers à cet âge et pour Noël? Et ils m'ont dit oui. Et c'est comme un coup d'envoi de beaucoup de choses, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Une belle preuve de confiance en plus. De confiance. Et je vais vous en donner un troisième. Et là, la coupe sera pleine. Quand je suis rentré en seconde, je suis professeur de lycée et d'université. Quand je suis rentré en seconde, moi j'aime bien m'habiller bien. Il y a des gens qui sont dans la mode ici. J'aime bien mettre une veste, j'aime bien avoir une chemise. Je vais encore raser. Enfin, je suis un peu peut-être rétro de ce point de vue-là, mais je trouve que c'est important la manière dont on dit beaucoup de choses avec la manière dont on est habillé, dont on se déplace.
Et j'ai demandé à ma mère, encore une fois, parce que c'est elle qui gérait les affaires, mais on va en reparler aujourd'hui. Hein. C'est souvent les mamans qui s'occupent des cadeaux, etc. Et je lui ai dit, il me faut un sac classe, maman. J'avais 15 ans, c'est en 1988. Elle m'a acheté un sac en cuir noir, et je vais toujours en classe avec. J'avais 35 ans. Comme professeur, je vais toujours en cours avec ce sac qui semble tout neuf. Mais d'où l'intérêt d'avoir des pièces qui sont durables, Léa. C'est clair. Toi, des souvenirs de cadeaux, ta vocation pour la mode, c'est venu complètement, aussi en fait, je vais faire écho à ce que disait Stéphane, mais moi j'ai une grand-mère qui était dans la mode, ma mère aussi, et une grand-mère qui était passionnée, qui m'a emmenée sur tous les défilés petites, enfin vraiment un truc un peu cliché de la personne qui m'a initiée. Et c'est la personne qui faisait les cadeaux les plus extravagants à Noël et les plus perturbants. Enfin, c'était toujours un peu gênant son choix. Alors je vais donner des exemples. Pour la mode, elle rapportait toujours de New York des pièces qui n'étaient pas encore cool en France. Hyper gênant du coup de recevoir, je sais pas, un pantalon qui n'a pas du tout la bonne forme et ça va arriver dans 3 ans plus tard, etc. Ouais. Je pense à un cadeau en particulier qui a été gênant, c'était un mini short très très court, mais je devais avoir 7 ans quoi, Chanel avec un gros logo dessus. Et elle trouvait ça rock, elle trouvait ça graphique. Et mes parents lui ont dit mais on peut pas, on dirait une prostituée de 7 ans et demi, c'est bizarre. Elle a fait ça et le même Noël, elle m'a offert un micro-ordinateur, c'était un faux ordinateur pour les enfants. Parce qu'elle pensait que j'étais un petit génie. J'étais la première des petits-enfants. Et à l'époque, il y avait le Minitel. Et donc, offrir un ordinateur personnel à un enfant, c'était quand même un choix un peu extravagant. Et on lui a dit, mais c'est trop cher, enfin, c'est un peu bizarre, qu'est-ce qu'elle va faire avec ? Et en fait, c'était juste du traitement de texte. Et c'est là que tu as appris le hacking. Ouais. Merci grand-mère. Alicia, Dina, vous vous souvenez de cadeaux un peu marquants dans votre enfance ? Ouais, moi, c'est marrant, ça revient un peu à ce que tu disais. Finalement, les cadeaux, tu vois, ceux qui nous ont marqués, ça dit beaucoup sur qui on devient plus tard. Moi, ce qui m'a marqué, je sais plus si c'était Noël ou mon anniversaire, parce que je suis de fin d'année, donc c'est un peu dur des fois. C'est jamais de chance, ça. Ouais, mais je crois que ça avait fait les deux cette année, parce qu'il était quand même bien cher. Et en fait, c'était au collège, là, j'avais déjà eu ma guitare depuis un moment, mais j'avais arrêté de jouer. Et j'avais kiffé le piano, j'avais un prof de musique trop cool à qui on allait dans sa salle de répète entre midi et 2 pour jouer du piano, et je m'étais fait un piano en carton avec les petites couleurs sur les touches, et j'étais chez moi, je répétais, et puis après j'allais au lycée, enfin au collège pour m'entraîner dans sa salle, et du coup ma mère m'a acheté un piano pour mon anniversaire ou Noël, je sais plus, un synthé là, magnifique. Et du coup c'est ce qui m'a motivée finalement à reprendre la guitare, parce que j'ai eu mon piano, je me suis remis du coup à faire des chansons, à vraiment travailler mon truc et tout, et c'est ce qui m'a redonné envie plus tard de reprendre ma guitare. J'ai plus ce piano, mais il est toujours chez ma mère, apparemment mes neveux jouent avec, donc c'est marrant. Mais c'est des cadeaux complètement prophétiques en fait que vous avez reçus tous autour de la table. Alicia, des souvenirs? Non, moi je sais pas une histoire aussi profonde. Non. Moi, le souvenir qui me revient, du coup moi j'ai grandi avec ma mère et on n'avait pas forcément beaucoup d'argent. Et ça faisait peut-être 1 an qu'on habitait en Guyane. Donc elle m'avait déjà prévenu que ce Noël-là, j'aurais pas eu de cadeau. On vivait à 2 et bon, j'avais un peu l'habitude. Et à cette époque, il y avait la mode des DS. Là, bien sûr. Avec Nintendo et tout. Nintendo et tout ça. Et donc moi, je m'étais déjà dit que j'aurais pas eu de cadeau. Et j'étais OK avec ça. Et finalement, elle m'a fait la surprise d'avoir utilisé des économies pour l'acheter, et franchement j'en ai pris soin pendant très 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 longtemps, parce que les mamans franchement finalement c'est elles qui nous font les plus beaux cadeaux. Mais oui, mais justement comment on le vit comme enfant, le fait de comprendre que le Père Noël va pas être aussi riche et généreux chez nous que chez les autres. Pour ma part, comme j'ai grandi dans cet environnement, c'est pas quelque chose qui me choquait, et au contraire, si mes amis avaient de super cadeaux, j'étais content pour eux. Et avec ma mère, j'ai toujours été débrouillarde, donc déjà même depuis mes 8-9 ans, je faisais déjà des gâteaux pour aller vendre, pour l'aider à acheter les courses, faire de l'essence. Donc j'essayais de me dire, mais je préfère acheter un petit truc pour qu'on mange quelque chose de sympa à Noël que d'avoir un cadeau. Donc finalement, je réfléchissais un peu peut-être trop tôt comme une adulte que comme une enfant.
Oui, mais en fait, c'était presque le moment qui allait t'importer plus que le cadeau, que le cadeau en lui-même. Vraiment. Qu'est-ce que les gens retiennent le plus au niveau de ces fêtes, justement? C'est les moments ou les cadeaux, vous, au niveau de vos expériences personnelles? Moi, je sais pas, on fête pas Noël dans ma famille. Du Ouais. coup, il y a vraiment que les cadeaux. Vraiment, c'était... Et puis, on m'a jamais fait croire au Père Noël ou quoi que ce soit. Donc, en Ni fait, à la petite souris? Ni à la petite souris. Aucun de ces bazars, ni les cloches de Pâques, machin, j'en ai parlé ça. Aucune. On t'a pas menti, en fait. On ne m'a pas menti. Et je me rappelle que même petite, quand je devais avoir. J'étais en maternelle. Et je me rappelle de cette discussion de ma mère qui se met à mes genoux pour m'expliquer qu'il faut absolument pas que je dise à mes camarades de classe que Père Noël n'existe pas et que leurs parents leur mentent et qu'en fait c'est eux qui font les cadeaux. Et en fait je me sentais limite mieux parce que je voyais mes potes et tout qui faisaient leur liste au Père Noël machin et qui revenaient en mode oh le Père Noël m'a pas amené le truc que je voulais absolument, tu vois. Et moi ma mère en fait elle avait pas trop le choix. C'était on fait pas Noël, on est en galère certes, mais au moins j'ai mon cadeau. Et du coup elle se donnait toujours à fond pour que j'ai un bon cadeau parce que elle était un peu triste aussi. Moi, même petite, j'étais un peu frustrée de pas vivre cette magie de Noël. Enfin, je crois mon premier sapin, on avait 15 ans. C'était pour mes neveux et mes nièces, quoi. Donc, c'est vrai que ça a toujours un peu son moyen de se rattraper et de me faire un bon cadeau, quoi. Mais tu l'as vécu comment, justement, quand t'as appris, enfin, peut-être que tu l'as pas vécu de toute façon traumatique, mais quand t'as appris petite que les parents des autres leur mentaient à tous? Je me rappelle quand ma mère m'a dit ça, j'étais là, mais quoi? Pourquoi et tout? Elle me disait c'est comme ça, c'est la culture. Après ça a toujours c'est de mes derniers souvenirs quoi, mais ça m'a toujours un peu fait bizarre. Et justement je me sentais un peu privilégiée, plus adulte comme tu disais, parce que t'as conscience du truc. Bien sûr. Et du coup tu sais que toi du haut de tes 5 ans t'as conscience que tout le monde est dans l'erreur et tu te sens quand même un peu c'est un peu cool je trouve. Mes parents ils avaient dû me le dire que le Père Noël n'existait pas parce que j'étais plus jeune que les autres à l'école. Et du coup, j'y croyais, puisque j'avais encore l'âge d'y croire. Ouais. Et ça se foutait de ma gueule. Déjà, j'étais bizarre, donc c'était étrange, tu vois. Et en plus, je croyais au Père Noël. Mes parents, un jour, ils ont dû me dire, bon, écoute, ça n'existe pas. Et j'étais choquée, c'était horrible. Moi, en fait, je pense que c'est ma grand-mère a arrêté ça, parce que sa mère lui avait fait croire au Père Noël, et ça l'avait vraiment traumatisée, pour le coup. On en reparlait la dernière fois, et elle, quand on lui a dit le Père Noël n'existe pas, elle s'est vraiment sentie trahie, quoi. Elle était là, mais en fait, pourquoi vous m'avez menti toute ma vie alors que c'est vous qui faites les cadeaux? En plus, elle, son époque, c'est encore différent, parce que t'as le Père Noël et le Père Fouettard. Donc t'as quand même tout ce truc-là. Elle lui en avait voulu beaucoup. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait qu'on a vraiment arrêté ce truc-là dans ma famille. Stéphane, je te pose la question plus pour ta casquette cette fois-ci de philosophe que de footballeur. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire aussi que cette magie de Noël repose sur un mensonge bien relatif, mais... Alors là, c'est une question très très importante. Je me suis pas rendu compte, en écrivant Survivre à Noël, que j'appuyais sur un bouton nucléaire et que vraiment ça touche énormément de gens. Ce qui est intéressant sur le Père Noël, c'est qu'il a ses avocats et ses procureurs. Les deux sont des parents en général. Le Père Noël, d'ailleurs, a perdu son procès. Il a été condamné à mort. Il est mort en 1951 à Dijon. Sur la place de Dijon, il y a un chanoine de l'église de la cathédrale de Dijon qui a brûlé une effigie du Père Noël. C'était un scandale national à l'époque. Toute la presse s'en est emparée. Si bien que Lévi-Strauss, le grand anthropologue, ethnologue, philosophe, a écrit un texte important sur le Père Noël, où il a essayé de comprendre d'où venait le Père Noël et d'où venait peut-être aussi cette rage contre lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de parents. Il y a des parents qui vont chercher une collusion avec l'enfant en essayant de le protéger, en lui disant, tu sais, passe pas pour un con, il n'existe pas, c'est de la blague, c'est nous qui préparons les cadeaux et tout. Bon. Et puis il y a ceux qui vont dire, non, Noël c'est une magie, il faut la préserver, ne le dis pas aux autres, c'est pas bien si tu déflorais ce secret vis-à-vis des autres, etc. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que si on regarde un peu les chiffres, il y a moins de 5% des gens qui ne fêtent pas Noël. Donc il y a une sorte d'injonction quand même assez universelle à fêter Noël dans nos sociétés. Donc environ 3-4% des gens qui n'offrent aucun cadeau. Il y en a 8 ou 9% qui reçoivent des cadeaux et qui n'en font pas en retour. Et les 2/3 des cadeaux de Noël sont des cadeaux que nous avons reçus à Noël. Ça veut dire que dans ma vie, sur 10 cadeaux que j'ai reçus, il y en a au moins 6, plus de la moitié, que j'ai reçus à Noël. Donc évidemment, forcément, cette fête, elle est alimentée par une sorte de carburant émotionnel qui est tous les cadeaux que je reçois. Mais Noël, c'est l'occasion pour l'enfant
de comprendre beaucoup de choses. C'est une des choses sur lesquelles j'ai pas mal travaillé. C'est-à-dire de comprendre, par exemple, la déception. Il n'a pas le cadeau qu'il voulait, ou les parents ne peuvent pas cette année-là lui faire le cadeau. Et l'enfant n'en veut pas aux parents, ce sont les parents qui imaginent ça. C'est ce que tu disais à Alicia. Bien sûr, mais quand on vient d'un milieu modeste, moi ça n'a pas été immédiatement mon cas, à demi, mais mes parents vraiment étaient des gens très pauvres quand ils étaient jeunes. Et je sais qu'ils ont eu l'orange ou la mandarine dans le sabot, ou dans la chaussure ou dans la chaussette. Hein. Mais les enfants comprennent très bien. Quand on dit les enfants captent, c'est presque un pléonasme. Le propre des enfants, c'est que ce sont des antennes. Donc, ils captent émotionnellement tout ce qui se passe autour d'eux. Ils savent avant même que vous parliez où on en est. Mais c'est peut-être aussi parfois l'occasion de faire un cadeau à Noël. Moi, je vais vous raconter une histoire personnelle, puisqu'ici, on raconte aussi des choses à soi. Je crois que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quand j'ai passé les concours pour devenir professeur de philosophie, donc le CAPES et l'agrégation, c'est un moment où on travaille 12 heures par jour, 10-12 heures par jour, comme médecine ou comme le droit. Hein. Et 7 jours sur 7, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien, etc. Bien sûr. Et puis, donc je commence à passer ces concours. Et au mois de décembre, ma mère fait une dépression nerveuse. Ma mère fait une dépression pour des histoires liées à leur entreprise, à l'argent des parents, l'argent de la société. On leur demande du fric et ma mère, qui est un peu le paratonnerre comptable de la famille et de l'entreprise, se prend cette décharge terrible et donc elle fait une dépression et elle part en centre pendant 2 ou 3 semaines. Ce qui était pour moi un moment de très très grande tristesse pendant que je suis en train de travailler. Et ça m'a rappelé une dépression que mon père avait faite 25 ans plus tôt. Parce que oui, les gens qui sont autour de nous font des dépressions. Bien sûr. Les gens qu'on aime font des dépressions. Bon. Et mon père avait fait une dépression quand ses parents étaient morts, quand j'étais petit. Ça m'avait beaucoup marqué. Ça a réveillé ça en moi. Et je me suis rappelé que ma mère, étant une fille d'une enfant pauvre, d'une famille pauvre, et étant orpheline, il y a un cadeau qu'elle a toujours voulu avoir, c'est une machine à coudre. Et mon père s'est toujours foutu de sa gueule en lui disant « Mais tu achètes ta machine à coudre, on a de l'argent, maintenant, fais ce que tu veux. » Et ma mère n'a jamais voulu, comme si, on parlait tout à l'heure des cadeaux qu'on reçoit qui nous permettent de devenir nous-mêmes, personne ne lui avait jamais offert ça. Alors j'avais un oncle qui travaillait dans les sapins et dans les arbres à ce moment-là, et je lui ai dit embauche-moi. Il m'a dit « Mais tu passes les concours et tout. » Je m'en fous des concours. Je lui ai dit « Embauche-moi pendant 1 mois, mais tu me donnes ma paye avant. » Parce que je vais être sûr, avant de travailler, d'acheter la machine à coudre de ma mère. Donc j'ai acheté la machine à coudre de ma mère. Et pendant 1 mois, je suis allé dans le froid. Il faisait moins 10 degrés, moins 7 degrés cet hiver-là. Et le soir de Noël, j'ai offert cette machine à coudre à ma mère. On dirait un conte de Noël. Mais c'était une chose. Mais je n'oublierai jamais les yeux de ma mère. Je n'oublierai jamais son bonheur. Et à chaque fois que je vais chez elle, elle ne manque jamais une occasion de me montrer sa machine à coudre. Et elle a gardé le carton du cadeau tout pourri qui commence à tomber en lambeaux, qu'elle met au-dessus. Pour elle, c'est un totem. C'est un totem d'amour, un totem de notre relation, quoi. Ah, j'adore. Ce soir, je suis avec mes invités, Léa Germano, Stéphane Flocari, Alicia Eliès et Dina, pour parler des cadeaux. Alors, évidemment, comme ça semble un peu simpliste, mais vous allez le voir. C'est pour ça que j'ai convoqué des gens autour de ma table qui ont des parcours aussi différents. Il y a plein de discussions à avoir autour des cadeaux et de comment on les reçoit, de comment on les offre et de pourquoi on les offre. Qu'est-ce qu'un cadeau réussi pour vous ? Je pense que c'est un cadeau personnel. Ouais, Dina ? Pour moi, les cadeaux les plus réussis, c'est justement les cadeaux qui vont nous toucher, nous. Alors là, tu vois, tout à l'heure, on parlait des cadeaux qui nous ont marqués. Et finalement, les cadeaux qui nous ont marqués, c'est vraiment des trucs personnels qui font... où il y a un truc humain, tu sais. Je sais pas, moi, la dernière fois, j'avais fait un cadeau, par exemple. On me dit souvent que je suis douée pour faire des cadeaux. Mais c'est parce que je vais pas faire un cadeau à quelqu'un que je connais pas. Je trouve que ça n'a pas de sens parce que je vais forcément lui offrir quelque chose qui peut-être peut lui plaire, mais il aurait voulu mieux ou quoi. Je trouve le vrai cadeau, le meilleur, c'est celui auquel tu t'attends pas. Et quand tu le reçois, tu fais waouh, c'est exactement ce que je voulais. Et c'est les gens qui te connaissent très bien en général et qui t'ont beaucoup écouté. C'est ça, tu vois, là j'avais offert à mon mec qui a plein de passions différentes dans la vie ou quoi. Je lui avais fait un kit de graphes avec un livre, des bonbonnes et tout. Mais il s'attendait pas du tout à ça. Et quand il a reçu le truc, il était waouh. C'est tellement personnel, c'est trop. Il y a que toi qui aurais pu m'offrir ça. Et je trouve que c'est les cadeaux qui me marquent le plus finalement. Les plus beaux cadeaux qu'on vous ait fait aussi, il y avait des cadeaux faits main parfois. Enfin, faits main, qui sont très travaillés comme ça, qui sont pas juste un truc basique qu'on t'offre. Moi, j'ai fait un cadeau à la main pendant 1 mois et je l'ai fait à mon copain de l'époque. Et donc, comme on était ensemble souvent, j'ai choisi les seules nuits où je le voyais pas pour bosser toute la nuit sur le cadeau. Je lui ai cousu une chemise sur mesure avec le logo floqué de la marque qu'on voulait créer ensemble. Ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai fabriqué. Il le méritait ? Ouais, il le méritait à l'époque.
Et justement, d'ailleurs, est-ce qu'il faut rendre les cadeaux aux ex? Pas du tout. Pas du tout. Non. Donner, c'est donner. Hein. Encore une fois, je disais pendant la musique que je regardais beaucoup ce qui se passe sur Twitter. Des fois, il y a des grands débats sur ça, justement. C'est rigolo comme question parce que moi, je trouve que mon ex, il est parti de l'appartement avec les meilleurs objets, c'était ceux que je lui avais offerts. Je me suis dit, ah bah voilà, bon vent. Je t'aurais laissé une petite. Je les avais bien choisis. Quels sont les pires cadeaux qu'on vous ait offerts? Ah, moi, je peux le dire. Un DVD de Bigard. Ah waouh! Attends, mais qui te voulait du mal? Un de mes frères, mon frère aîné, sérieux, avec qui on n'a jamais été en phase culturelle ou intellectuelle. J'aime, c'est mon frère, il est comme il est. Hein. Putain, il m'a offert un DVD de Bigard en slibard sur la couverture, mais au secours, je l'ai jamais ouvert. Ah là là. Je l'ai gardé parce que c'est mon frangin qui me l'a offert. Attends, je cherche la pochette en même temps. Non, je sais pas, mais était jaune, DVD. Je sais plus, mais il avait 15. Je l'ai. Ouais. J'ai le slip de Bigard aussi. Alors, est-ce que le spectacle s'appelle Bigard mais le paquet? Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas, tu vois, 15 balles. Mais 15 balles, tu vois, vraiment 15 balles jetées par la fenêtre, tu vois. Et t'as déjà demandé si t'avais un peu. Ce que t'avais pensé du film, du spectacle? Non, il a jamais osé. Il voulait juste m'emmerder. Tu sais, il y a des familles comme ça où il y a un intello de service, c'est moi. Alors on appuie dessus, tu vois, on lui met la tête sous l'eau de temps en temps. C'était une blague. C'était une blague. C'était une Après, j'ai déjà offert un truc de Bigard maintenant que j'y pense. J'avais une pote dans la station balnéaire dont je suis originaire qui a eu le Covid. C'était l'été 2021 là, quand il y avait. Qu'on était en demi-confinement. Ouais, le deuxième. Et à un moment, elle se chope cette espèce de Covid, donc elle est bloquée dans sa coloc. Et je passe la voir, mais lui déposer des trucs vraiment de loin, parce que du coup, je voulais pas choper quelque chose et le filer à mes grands-parents. Et en fait, j'étais allée lui faire une espèce de ballotin, où j'étais allée chercher des trucs à bouffer, des machins et tout. Et j'étais passée, il y a une boutique de livres en promotion et de magazines pour en gros aller à la plage. Et j'avais trouvé un livre, mais un gros livre, genre 200 pages, les meilleures blagues de Bigard. Je lui avais aussi fait. Ça veut dire qu'il y en a des bonnes. Nina, si tu nous entends, j'espère que tu l'as toujours. Non mais tu vois, ce qui est intéressant, si juste on prend un peu de hauteur par rapport à nos vécus sur ces questions, c'est ce que tu appelles un cadeau réussi en fait. Bien sûr. C'est-à-dire comme un échec, une réussite peut être conduite par des voies très très différentes. Il y a 50 manières d'échouer, 50 manières de réussir. À la limite, tu fais à ta meilleure pote un cadeau pourri comme ça, mais en appuyant sur le truc, en fait, tu lui rappelles ta complicité avec elle. Tu lui dis que tu l'aimes et ça nourrit ton amitié. Maintenant, si tu fais le cadeau provoque à quelqu'un, tu lui offres exactement ce qu'il veut pas, juste pour le faire chier. À ton collègue qui pue. Voilà, ça peut être une provoque ou ça peut être, tu vois, une manière d'enfoncer le clou, quoi. Donc, des cadeaux réussis, des cadeaux... des fois... le cadeau est réussi, Dina le disait, parce que t'es surpris, t'es surprise. Et donc, on te prend de court et on t'offre un truc que t'aurais jamais imaginé t'offrir à toi-même, tu vois, et que quelqu'un d'autre t'offre et il ouvre une porte à l'intérieur de toi que tu n'aurais pas osé ouvrir toi-même. Ça, c'est très bien. Ce qui est chiant, c'est quand quelqu'un pense à ta place qu'il doit refermer une porte de toi-même alors que tu as décidé de la laisser ouverte. Complètement. Ça, là, c'est problématique. Donc, on voit que les cadeaux sont des manières de faire des liens entre nous, notamment les cadeaux spécifiquement de Noël, puisque c'est ce qui nous réunit quand même aujourd'hui. Sont des cadeaux, Lévi-Strauss le disait, on parlait du Père Noël tout à l'heure, entre les générations. Donc, si je fais des cadeaux à la génération qui vient, ça veut dire qu'en un sens, entre guillemets, c'est comme si j'investis dans la génération qui vient, je crois en elle. Je leur dis, voilà, croyez dans le plaisir, croyez dans l'émotion, croyez dans la transmission. Et d'où ces cadeaux qui ont nourri vos vocations, d'ailleurs, exactement, autour de la table. Et qui nous ont fait avancer. Ou tu vois, rétroactif, comme moi, par exemple, ma mère qui était cousette et qui se retrouve à plus de 50 balais avec sa machine à coudre, c'était une super occasion. Et moi, je me rappelle d'avoir fait des cadeaux, par exemple, à ma fille, la grande, quand elle était en Cagne, elle était en PLS, elle était au fond du trou dans sa deuxième Cagne et tout, y compris pour des raisons perso à elle. Et d'abord, une fois, j'ai fait un repas d'anniversaire avec la famille et j'ai demandé à 3 de mes meilleures copines que j'ai retrouvées grâce à mon premier livre. Mon premier livre m'a fait un super cadeau. C'est qu'un jour, je suis dans une librairie et je suis en train de signer des bouquins et là, je vois 3 meufs qui arrivent. Et 3 meufs, c'est mes 3 copines de 3e qui sont revenues me voir à une signature. On est redevenus potes et ça fait des années. Maintenant, on bouffe ensemble, on se voit et tout, c'est génial. Et donc, je leur ai demandé d'être de mèche avec moi. On est allé chercher un chien
pour ma fille la plus grande. Elle voulait un chien, elle me tannait depuis des mois. Et évidemment, c'est devenu mon enclume et je l'adore. Hein. C'est Augustin, mon beagle, je l'adore. Mais bon, franchement, tous les papas qui ont des chiens, c'est mon bracelet électronique, le chien, tu vois. Il s'appelle Augustin, le chien. Il s'appelle Augustin, ouais. Elle m'a dit, il s'appelle Augustin, mais on l'appellera Gus. Donc on l'appelle tous Gus. Bon. Et donc je lui ai fait le truc, tu vois, de papa à la Hugh Grant, tu vois. Je suis arrivé avec une grande boîte rose comme ça, avec un truc, le chien est sorti. Je te jure, ses larmes ont jailli. Elle a eu des larmes qui ont comme ça jailli. Comme dans les dessins animés. Et après, voilà. Et comme elle continuait à rester dans sa PLSitude, il fallait vraiment que je l'en sorte. Elle voulait faire du piano, elle voulait chanter. Et alors un jour, j'ai demandé à une de ses copines de passer dans le 15e à Paris, où il y a un grand magasin de piano. Et j'étais assis au piano, comme ça, elle est passée devant. Et elle m'a vu dans la vitrine devant le piano. Et j'ai dit, tiens, regarde, c'est ton piano. T'es trop fort. Et j'ai acheté le piano. Ça, c'est des trucs inoubliables. C'est un sens moment de la mise en scène. Là. Ouais, c'est des occasions. Le sens de l'amour, pas de la mise en scène, le sens du lien. Ça rejoint une question justement que j'avais envie de poser. Et Alicia, je me tourne vers toi. Parce que durant ton année de Miss France, tu as dû recevoir énormément de cadeaux. On s'en doute, on le voit même. Il y a des cadeaux lors de il y a une dotation lors du couronnement, etc. Il y a plein de choses. Est-ce que du coup, pour toi, c'est les cadeaux les plus chers qui t'ont fait le plus plaisir ? Mes cadeaux de Miss France ? Ouais, ou de Miss France, ou par après, même en étant sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais, moi aussi, sur les réseaux, on reçoit beaucoup de cadeaux. Alors, mes cadeaux de Miss France, je pense que sur le moment, on réalise pas vraiment. Déjà, on n'en profite pas tout de suite. En fait, on enchaîne tellement. C'est trépidant que j'ai vu des interviews t'en parler. C'est à la fin de notre année de Miss France qu'on récupère un peu le tout. Et quand le rythme est terminé, que tu prends conscience de ce que tu as vécu pendant un an. Mais sur le moment même, en fait, on te les donne là, mais la minute d'après, tu es déjà parti pour enchaîner sur encore autre chose. Et dans l'année de Miss France, en fait, c'est vrai qu'on nous offre plein de choses, mais je pense que c'est plus nos proches qui réalisent avant nous qu'on est en train de vivre et ce à quoi on a accès. Parce que nous, sur le moment, on est dans un tourbillon d'émotions médiatiques, de cadeaux, d'expériences, de rencontres et... Tu n'étais pas du tout préparé psychologiquement à ce que ça allait être. On ne peut jamais, de toute façon, je pense. Moi, j'aime bien dire, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment savoir. C'est-à-dire que même si j'aurais pu passer 2 heures avec une Miss France qui m'aurait dit dans les moindres détails comment une année se passe, j'aurais jamais pu émotionnellement m'attendre à ce que j'allais vivre. C'est impossible. Vous avez des contacts d'ailleurs avec la nouvelle Miss France du coup, actuelle? Oui, après le hasard a fait que avant qu'elle se présente à Miss Martinique, je l'ai croisée en Martinique dans une sortie bateau entre copines. Donc, rien à voir. Tu lui as apporté chance? Je sais pas, mais en plus, elle n'avait pas le droit de nous dire qu'elle se présentait à Miss Martinique, donc on savait pas. Et j'étais avec une autre Miss France aussi, Flora Coquerel, et on faisait que lui faire des compliments, lui disant qu'elle était trop belle et tout. Et en fait, maintenant, ça y est, c'est notre sœur, elle fait partie de la famille. C'est fou. Ouais. Et la question qu'on a envie de lui poser, c'est est-ce que l'élection elle-même, avant d'annoncer tous les cadeaux qu'il y a eu, est-ce que ça a été un cadeau? Est-ce que finalement, rétrospectivement, tu penses que l'élection, c'était un cadeau dans ta vie? Parce que des fois, il y a des cadeaux qui sont, comme on le dit, empoisonnés. C'est-à-dire, on t'offre quelque chose, tu le prends, ça rentre dans ta vie, et en fait, ça l'empoisonne. Toi, est-ce que c'était un plus? Ça a été vraiment... Sur le moment, j'étais très partagée entre « Ah, c'est trop bien, j'ai gagné », mais comme une compétition, parce que je faisais de l'escrime, donc j'étais habituée à ça. Et oh putain, merde, tu vas pas rentrer chez toi. Parce que j'habitais pas ici, du coup, j'habitais en Guyane. Et c'était des émotions un peu contradictoires. Entre je suis contente de ce qui se passe, mais en fait, là, je pars complètement vers l'inconnu avec des gens que je connais pas, parce que le staff Miss France après nous encadre tous les jours pendant 1 an. Bien sûr. Du coup, en fait, je sors de ma zone de confort pour aller quelque part que je connais pas et que je contrôle pas surtout. Donc, je pense que les 2-3 premiers mois étaient un peu compliqués émotionnellement, surtout que pendant 2-3 mois, on enchaîne du coup toutes les émissions, radio, télé, magazines ou autres, et on donne énormément d'énergie, de notre vie privée, des fois des choses qu'on n'a pas envie de partager, hein, mais finalement, en fait, les gens ils veulent tellement tout savoir de nous qu'on est quand même obligé de jouer le jeu. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'aimais ce qui se passait et d'autres où j'ai subi, parce que j'avais pas forcément les codes et je savais pas encore comment appréhender les choses ou au contraire lâcher prise sur certaines choses. Puis les gens sont pas toujours tendres dans les médias aussi avec les jeunes femmes perçues comme jolies. Ouais, mais moi ça allait quand même. J'avais 18 ans et
T'étais super jeune. Ouais, Jeune j'avais pour recevoir un 18 tel ans. cadeau. Et les médias, de manière générale, ils étaient tous pour moi, comme par hasard. Donc ça a aidé. Du coup, et puis c'était assez... c'était dans la compréhension de ma jeunesse. Du coup, ils étaient assez bienveillants à ce niveau-là, de manière générale. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, si, C'est tout à fait. c'est une très belle réponse. Dina, t'as eu des cadeaux professionnels toi aussi qui ont été des opportunités vers autre chose? Non, en vrai, si. J'ai pas eu de cadeau physique à proprement parler. Mais clairement, je pense que mon plus beau cadeau, c'est quand j'ai reçu le message de A2H. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse à deux, des gros bisous. Non, en vrai, c'était vraiment mon meilleur cadeau. En plus, j'étais à un moment... je pense, tu vois, le moment dans ta vie où tu te poses vraiment la question, parce qu'on se la pose toute notre vie, mais où tu te poses vraiment, ok, je vais faire quoi de ma life? Et j'étais vraiment en détresse totale, j'étais plus chez mes parents, ça faisait un moment déjà que j'y étais plus, que je galérais sur mon lycée, j'avais toujours dit à ma famille, j'étais un peu l'intellect de la famille, j'étais forte en classe et tout, j'aurais dit je vais faire des longues études, j'aurai un doctorat, machin, et je suis rentrée à la fac et au bout de 2 mois de fac, j'ai compris que pas du tout, que c'était grave pas fait pour moi, je bossais à McDo à côté, enfin vraiment le down, je venais de me faire quitter par mon mec, enfin rien n'allait quoi, et j'étais dans mon appart, vraiment grosse déprime, je fais cette reprise d'angoisse, parce que je suis en plein dans les angoisses, et je sais pas, dans la soirée justement, je me pose vraiment la question, je me rappelle, j'étais en train de chialer, je me dis mais qu'est-ce que je vais foutre, je vais finir à travailler caissière ou chez McDo, et A2 m'a envoyé un message, j'étais là, Ah là là. Waouh. Et pareil, j'avais 18 ans, j'en ai 20 aujourd'hui, je réalise toujours pas, en vrai mon cadeau, c'est juste de vivre. Tout ce que je dis là, c'est clairement le plus beau cadeau de ma vie, je pense. Puis là, on est vraiment sur quelqu'un qui a à cœur, en plus de donner des chances aux nouveaux artistes et tout. Et non, mais ouais, tu sais, j'avais déjà eu. Moi, je voulais pas faire de base de la musique quelque chose de sérieux. C'était vraiment mon truc. Je m'étais dit, si je me retrouve sous un pont, j'irai chanter. Parce que j'ai un talent, je peux en profiter. Je chantais un peu aussi dans la rue, donc je savais que ça pouvait me rapporter un peu de thunes. Mais ouais, c'est vrai que j'avais pas du tout prévu de faire quelque chose de sérieux avec ça. Et quand c'est A2 qui m'a envoyé un message, j'étais là, ouais, ok, le mec, je l'écoute. Je l'ai vu en interview et tout ça. Ça a l'air d'être un gars super cool. Bien sûr. J'avais juste besoin de la confirmation de la rencontre pour m'en assurer. Mais sinon, en fait, j'étais déjà safe avec la personne, quoi. Et clairement, mon plus beau cadeau, là, c'est de me retrouver dans des équipes. Bah, là, tu vois, j'ai fait mes 20 ans il y a quoi 2 semaines. Joyeux anniversaire. Merci. Ouais. Et il y avait Léo qui fait mes arrangements, Willy qui fait mon clip, Anine, mon ingé son de studio. En fait, finalement, il y avait que les équipes du Palace Prod de mon label. Et c'est aujourd'hui les gens avec qui je suis le plus proche. C'est devenu des potes, c'est devenu un peu comme une deuxième famille. Et je pense que là, il y a clairement rien qui peut dépasser ça, quoi. Ah, mais ça fait plaisir de voir tous ces beaux cadeaux. On va écouter un titre sur Move avant de reprendre cette conversation sur les cadeaux. Doivent-ils être matériels? Mais on est quand même en train de dire que non. Et on va parler aussi des expériences offertes ou reçues comme cadeaux. Et nous poursuivons cette émission sur les cadeaux avec une question à laquelle on a déjà un petit peu répondu quand même dans ce début d'émission. Sur les cadeaux qui sont immatériels. Est-ce que vous avez des souvenirs de cadeaux offerts ou reçus qui soient immatériels, que ce soit des voyages, des ateliers, des concerts? Moi, j'ai une jolie histoire pour mes 20 ans. J'habitais à New York à l'époque, j'y habitais 6 ans. Et un de mes amis proches, mais qui n'était pas censé m'offrir un cadeau du tout, m'a emmené faire un tour en hélico au-dessus de Manhattan. Wow. Donc, il avait vraiment sympa, cassé sa tirelire. C'était absolument disproportionné, mais c'était le truc le plus beau que j'avais jamais vu de ma vie à ce moment-là. J'en garde un souvenir complètement dingue, parce que cette espèce d'immensité de building qui écrase une toute petite croûte au milieu de l'eau, le voir de... Voilà. Donc l'expérience elle-même pourrait paraître too much, mais c'était complètement fou, et bon... Il a quand même fini par m'avouer qu'il était un peu amoureux de moi. Oui. Oui, ben, pour casser sa tirelire, il avait comme des ça. Mais franchement, la classe. George Michael dans le truc, j'ai pas compris. Déjà, si t'as pas fait le coup de la panne dans l'hélico, c'est pas mal. C'est le début d'un film de romance de Noël. Ouais, c'est ça. On y croit à peine, mais je l'ai vécu et je recommande. Mais tu anticipes une de mes questions. Est-ce qu'on peut offrir un cadeau pour faire passer un message? Oui. Ah bah oui, sans doute. Je pense, ouais, c'est sûr. Ça ne m'est pas arrivé, mais c'est sûr. Allez, ça, je te vois sourire. Non, je sais pas, faudrait que je réfléchisse. Est-ce que j'ai déjà fait un cadeau pour faire passer un message? Un beau cadeau? Je sais pas.
Ça peut être un message aussi de tu me saoules et t'offres à quelqu'un comment gérer sa colère en 10 étapes. Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou sinon, beaucoup, les parents, par exemple, vont offrir des cadeaux qui correspondent à des messages éducatifs. Par exemple, il m'avait offert bouquins... l'ANA brevet en 3e. J'avais tellement le démon. Boss, moi, je voulais faire à boucler le disque des bébés brunes et j'avais eu l'ANA brevet. J'étais catastrophe. Ça, c'est un peu sadique. Le DVD de LOL, parce que c'était cette année-là. Incroyable. Mais il y a quand même un rapport, comment dire, entre, dans beaucoup de choses qui ont été dites, entre un cadeau et la temporalité dans laquelle on le reçoit. Bien sûr. Souvent, une des choses qui a été dite, qui était vraiment très belle, c'est d'offrir du temps, d'offrir ses nuits pour préparer quelque chose à quelqu'un. Les nuits d'amour qu'on n'aura pas seront quand même des nuits d'amour à travers le cadeau que je vais t'offrir. Tu vas comprendre combien je t'aime. Ou bien, dans l'histoire que je racontais, moi, le temps que j'ai passé pour acheter cette machine à coudre. Et aussi le rapport au moment où on reçoit le cadeau. Il y a des moments où on est prêt ou pas. C'est pour ça qu'il faut dire vraiment, il faut que les auditeurs ils entendent bien qu'on ne revend pas son cadeau le lendemain, parce qu'on n'a pas le temps de savoir s'il va être empoisonné ou s'il va être bon ou pas. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, une des grandes modes, c'est que les jeunes gens reçoivent des cadeaux, ils veulent les transformer en de l'argent pour s'acheter les trucs qu'ils voudraient vraiment. Donc il y a des sites de revente où le lendemain ils revendent une partie des cadeaux. Et tout à l'heure dans l'histoire de Miss France et de l'accession à Miss France et de l'élection et tout, je pensais à la Miss France justement de cette année, parce que la différence entre toi et elle, c'est que si j'ai bien entendu ce que j'ai vu dans les médias ces derniers jours ou lu, c'est qu'elle a passé il y a 12 ou 13 ans déjà. Et ce qui est hyper beau, c'est que c'est pas un comeback, mais c'est comme une immense attente. Elle aura attendu, et un peu comme Dina disait tout à l'heure, elle était down, et comment dire, il y a des trucs, en fait, quand tu les attends plus, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent. Et là, quand ils arrivent, c'est des cadeaux. Voilà. C'est là que c'est le cadeau du ciel. Alors, ça peut être un amour, ça peut être une amitié, ça peut être une possibilité. Moi, je vais vous dire, par exemple, mon premier livre que j'ai fait, Nietzsche et le Nouvel An, je le finis. Et une des choses dont on n'a pas parlé, c'est les autocadeaux. Les cadeaux qu'on se fait à soi-même. Et moi, le jour de mes 44 ans, le soir, la veille au soir, mon père est né le 6 et moi je suis né le 7 d'un mois. Et donc, on venait de fêter son anniversaire et j'allais vers le mien. Et cette nuit-là, je me couche pas. Et je suis en train de relire un bouquin que j'étais en train d'écrire depuis longtemps, qui est devenu Nietzsche et le Nouvel An. Et je lis le bouquin que j'ai écrit, je le relis, je relis. Et à un moment, j'ouvre les yeux, il est 9h du mat. Et en fait, je me suis pas couché de la nuit. Et je me dis, mais le bouquin, il est fini en fait. Je l'imprime en 7 exemplaires, je le mets dans le coffre de ma moto, je pars, je prends Internet, je regarde les éditeurs qui m'ont fait rêver toujours, je le dépose. Une semaine après, il y a 3 éditeurs qui me répondent et qui me disent qu'ils veulent mon livre. Incroyable. Génial. Et alors, je me laisse le choix et je vais voir ma mère, justement. Et je lui dis, qu'est-ce que je dois faire là? Il y a 3 grands éditeurs parisiens, je ne vais pas les nommer, mais 3 très gros qui voulaient mon bouquin. Elle me dit, mon fils, choisis ceux qui t'aimeront. Choisis ceux qui aimeront ton livre vraiment, pas qui voudront faire un livre, ceux qui te choisiront comme auteur et qui te garderont. Et c'est le cas. Ma maison d'édition, c'est Les Belles Lettres. Depuis 7 ans, c'est resté la même. Et j'ai eu la confirmation du bouquin. J'étais à Florence avec mes élèves sur la Piazza della Signoria, au milieu, et je reçois un SMS. Et le SMS, c'est « Monsieur, et si on fêtait ensemble ces vœux du Nouvel An ?» Et ça, c'est des cadeaux, quoi. C'est ce que t'attends, et au moment où tu l'attends plus, et qui t'arrive, le cadeau du ciel. C'est des grosses réalisations en plus. Léa, toi, tu as eu des réalisations. On sait que la vie d'entrepreneur peut être quelque chose de très compliqué. J'ai l'impression d'être dans un podcast d'inspiration, c'est terrible. Cette phrase, on l'efface. Non, mais est-ce qu'il y a eu des moments justement au travers de ton aventure chez Studio Palette où en plus tu as à cœur de mettre en valeur des jeunes créateurs, des gens qui se la donnent pour faire éclore leur vision de la mode et de l'art? Tu as eu des moments où tu t'es dit « Waouh, j'ai fait ça, je me suis fait ce cadeau à moi-même par mon taf ». Ouais, carrément. Bah, ma vie, ça a été que ça, moi. Depuis les jeunes, les études, je me suis destinée au succès, à la réussite dans quoi que ce soit que j'aurais entrepris. Et chaque étape de cette aventure d'entrepreneuriat a été des montagnes russes émotionnelles. En fait, l'entrepreneuriat, c'est que se prendre des portes et c'est que accepter que tu réussis pas. Et du coup, c'est l'étape d'après, comment tu vas la gérer. Et t'habituer à cette sensation d'inconfort qui devient un quotidien. Donc effectivement, les réussites me font tenir et je peux pas les envisager à l'avance. Moi, j'ai un problème avec la manifestation, c'est que je sais pas pourquoi. J'ai peur que si je dis à voix haute les choses que j'ai envie de réussir, bam, elles n'arriveront pas. C'est des pensées magiques, ça. Alors que je ne suis pas superstitieuse sur d'autres choses. Mais dans un monde où on ne fait pas de cadeaux. Ouais, c'est ça que tu dis. Le monde de l'entreprise, c'est Dallas, quoi. Ah ouais. C'est un univers impitoyable où on fait pas de cadeaux, quoi.
clairement. Ça, c'est du coup. Pour répondre à ta question qui était... C'est quoi les cadeaux que tu as déjà eu les cadeaux. Non, mais si, j'ai eu des très très belles... Là, ça fait plusieurs hivers où je démarre l'hiver sans lumière, complètement terrifiée du challenge que je vais avoir cette année. Cette année, là, j'ai monté une deuxième entreprise en 6 mois. Il faut que ça marche cette année, sinon j'ai plus d'argent. Hein. C'est comme toute aventure. Mais l'année dernière, j'ai donc monté cette deuxième entreprise de toutes pièces. Celle d'avant, j'ai levé 1 million d'euros avec mon associé. Et c'est des choses que... Et encore celle d'avant, j'ai accompli quelque chose que j'aurais jamais pensé accomplir au début de l'année et que j'ai pas osé manifester. Mais que j'ai puissamment... je suis allée chercher dans absolument tout et j'ai jamais laissé tomber. Donc ces cadeaux que je me suis offert à moi-même, c'est d'aller au bout de ces choses-là sans savoir si ça va marcher, avec toujours cette sensation, enfin cette épée de Damoclès, ça peut s'arrêter à tout moment. Et en même temps, c'est pas grave parce que c'est le chemin que je suis en train de vivre qui est complètement dingue. C'est les 18 métiers que je suis en train d'incorporer, de découvrir, de créer, de réinventer, etc. Donc c'est ce cadeau de continuer, de me dire à chaque fois que j'ai plus l'énergie d'y aller. Et évidemment, dans des moments où j'arrive à mettre des créateurs en avant, à faire des gros... je dirais des breakthroughs dans la mode, de transformer la façon dont les gens perçoivent leur apparence, comment ils se racontent au monde, accepter qu'ils puissent le faire via des nouveaux moyens qui sont complètement écolos, parce que la mode c'est une catastrophe environnementale, et aussi hyper chouette, un endroit où on s'amuse, où on crée autre chose. Et donc moi, voir des gens aussi, un cadeau que j'ai pu recevoir, c'est voir des gens rentrer complètement dans ce que je leur propose et s'éclater, porter des tenues qu'ils n'auraient jamais envisagées, devenir des personnes autres en fait pendant ces moments-là. Mais sans enjeu parce que c'est éphémère. Et ce côté éphémère retire un poids énorme des épaules des gens. Ouais, tout casser et aller au bout de ses rêves, comme dirait l'autre. J'aurais dû le mettre dans la playlist aussi, mais bon, on va quand même rester dans une certaine ligne éditoriale. Ce soir, je suis avec mes invités Dina, Stéphane Flocari, Léa Germano et Alicia Eliès pour parler, donc, on l'a dit, des cadeaux. Et juste avant, nous parlions des cadeaux qu'on se faisait presque à soi-même en s'offrant des accomplissements professionnels et tout. Mais est-ce qu'on peut aussi se faire des cadeaux matériels ? Typiquement, quand tu commences enfin à être stable financièrement, ce qui n'est pas toujours une mince affaire, selon les professions qu'on choisit, est-ce qu'il y a eu un premier cadeau que vous êtes fait en vous disant bon bah là je mérite de m'offrir ça et tout. Moi je sais que par exemple c'est la première année où je réussis un petit peu à rentrer dans mes frais au niveau économique et donc je me suis acheté une petite caméra pour Noël et je viens d'apprendre qu'elle est arrivée dans ma famille, donc je suis très contente, voilà. Magnifique. Alicia. Non, j'avoue que je me fais pas vraiment de cadeaux et c'est vrai que c'est un travail que je fais sur moi-même. J'aime bien en faire à mes proches. Ouais, de façon spontanée, sans occasion particulière. Ouais, sans occasion particulière, mais en ce qui me concerne, je me dis que c'est pas forcément la priorité. Sauf que du coup, c'est-à-dire que je ne me choisis pas moi. Et donc, je fais un travail actuellement sur moi-même. Parce que des fois, il faut savoir se récompenser. Parce que je trouve que les gens ont du mal un peu à le faire. Et mais sinon, je sais que ça m'a marqué ça. Quand je suis devenue... Avant d'être Miss France, concrètement, je n'avais pas vraiment d'argent. Et c'est vrai que c'est Miss France à 18 ans, mais du coup, je suis devenue salariée. Et c'est là où j'ai eu des vraies rentrées financières tous les mois. Et avant ça, du coup, quand je m'achetais des vêtements, ça ne dépassait pas 10 €. Parce que je faisais avec les moyens que j'avais. Bien sûr. Et je me souviens que je suis allée au printemps avec ma tante. Moi, j'avais trop peur. Je me disais, mais tout coûte cher, c'est pas possible. Parce que je gardais ma mentalité d'avant, mais du coup, pas avec les mêmes finances. Et je me souviens qu'elle m'avait fait acheter, que je m'achète un pantalon noir à 150 €. Ça m'avait choquée. Je suis choquée. Je suis dans un autre monde. Non, mais ça m'avait choquée. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais en fait, si, parce que de un, tu le mérites. T'as travaillé pour, et c'est bien de faire plaisir aux autres, mais il faut savoir se faire plaisir à soi aussi. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce pantalon à 150 €, je l'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Tu l'avais bien choisi alors, parce que parfois on achète des trucs chers qui sont qualité. C'est de la qualité, mais en gros, franchement, ça, c'était mon premier vrai cadeau. Enfin, pas vrai cadeau, il y en a eu d'autres, mais un cadeau où je me suis dit, à partir de ce moment-là, je me suis dit, n'aie pas peur de dépenser pour toi. Voilà. Et t'arrives à être fière de toi, du coup. Oui. Bon, après, juste, j'ai perdu entre-temps le fil en ne me récompensant pas à des moments des fois clés. Parce que c'est vrai qu'avec Miss France, je pense que ça s'est un peu inséré dans ma manière de voir les choses. Mais comme j'accomplis beaucoup de choses, du coup, je normalise tout et je minimise tout.
Bien sûr, on s'est habitué, on se blase. J'en parle beaucoup avec tous les artistes qui viennent, qui sont de différents horizons ici à cette table. Et en fait, il y a vraiment un truc, quand on est loin de tout ça, dans son milieu social d'origine, dans son milieu géographique d'origine, on voit la réussite artistique avec des paillettes dans les yeux. Ouais. Et dès qu'on a un petit pied dans cet engrenage et dans ces milieux, en fait, on va être amis avec d'autres gens qui réussissent tout aussi bien, voire mieux, qui ont tout autant de notoriété, tout autant d'argent, et souvent beaucoup plus, parce qu'on le disait, il y a quand même beaucoup de Nepo Babies. Et en fait, on se blase complètement. On est, je sais pas, par exemple, j'imagine en tant qu'artiste, t'es booké pour tel concert, t'es là, ah bah oui, mais tel pote a fait ça, enfin en vrai, c'est cool, mais ça va. Ah, j'ai gagné telle récompense sur mon livre, mais bon, tel autre a gagné le Goncourt. Ah, j'ai tant d'abonnés sur Instagram, ah, mais machin. Enfin, c'est un truc. Moi, j'essaie de pas me comparer. Bah, c'est ça, il faut réussir à rester. Mais parce que j'ai jamais voulu être là-dedans, parce que déjà, du fait du milieu où je venais, je savais que si je commençais à me comparer, j'allais être triste en fait. J'allais tout le temps perdre, donc ça allait pas marcher, mais. Par contre, il y a quand même ce truc que tu disais où tu réalises plus. C'est pas minimiser par rapport aux autres ou quoi, mais c'est juste, il y a tellement d'infos que bah là, tu vois, par exemple, au début, quand j'ai fait mon premier concert, c'était pas un énorme concert ou quoi que ce soit, mais c'était mon premier concert. J'étais comme une folle. Je disais à tout le monde, waouh, je vais monter sur scène et tout. Ah, c'est ouf. Et après, c'était où ce premier concert, du coup ? C'était au Biz Festival à Nantes. Un festival un peu pro et tout, mais franchement c'était grave cool. Mais c'est charmé, c'est comme les transmusicales à Rennes qui viennent d'avoir lieu, c'est des opportunités énormes pour les artistes. Et après, bah, moi aussi, je pense que ça vient du fait aussi de mon parcours, c'est que cette année, c'était ma première année de concert, je crois que je suis allée au Printemps de Bourges, j'avais même pas 10 concerts dans les pattes, donc c'est vrai que c'est toujours un peu difficile. C'est sûr que quand on m'appelle pour me dire tu vas jouer, la dernière fois je jouais à Langogne dans une salle des fêtes avec un public de moyenne d'âge de 70 ans, tu vois. J'étais pas hypée par le truc, je le voyais pas comme un truc de ouf, mais par contre j'essaye toujours de me dire que ça reste quand même quelque chose d'aussi cool que de faire Bourges ou quoi. C'est un truc que je me suis tout de suite mis dans la tête, parce que quand on m'a envoyé là-bas, j'ai fait non mais les gars, vous me faites jouer au Rose Festival, vous me faites jouer au Printemps de Bourges, je dis mais l'année prochaine quelles vont être mes envies, puisque j'aurais déjà tout fait et les trucs vont me paraître chiants, et finalement pas du tout. Le public, tu préviens que c'était première scène du coup, ou tu dis rien et t'arrives, tu t'assures je crois que je l'ai dit jusqu'à mon 4e ou 5e concert, j'étais là, bonsoir, c'est mon 5e concert ce soir. Mais après non, c'est bon, on va pas non plus s'excuser à chaque concert. Bien sûr. Mais ouais, c'est assez marrant. Mais c'est marrant ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport au cadeau, parce que j'ai vraiment eu le même schéma de truc. Je me suis jamais fait un cadeau pareil niveau des fringues. Pour moi, payer, j'ai encore du mal à m'acheter des fringues. Payer plus de 10 € un t-shirt ou plus de 20 balles un pantalon, pour moi ça paraît excessif. Et c'était ma première paye de McDo, plus Crous, machin, pas un truc affolant quoi. Et je m'étais dit, faudrait peut-être que j'arrive à m'acheter quelque chose pour moi, parce que je fais toujours des achats. J'ai acheté des guirlandes pour mon appartement ou des trucs comme ça, mais est-ce que je fais un truc vraiment dont j'ai besoin ou dont j'ai envie moi? Et je m'étais acheté une paire de Buffalo sur Vinted, et ça m'a fait bien rire, parce que j'avais capté après que c'était pas une envie, en fait, finalement, que c'était un besoin. Et j'ai toujours ce truc-là j'ai l'impression de me faire des cadeaux. Mais en fait, c'est pas un cadeau, c'est juste que ça fait tellement longtemps que j'en ai vraiment besoin que je suis là, ok, vas-y, c'est mon jour, je me fais un cadeau. Mais ça devrait pas être un cadeau, ça devrait Après, être un truc si normal. Je peux faire l'ancienne et te donner un mini conseil, sache bien un truc, c'est que dans tous les milieux de public où en fait tu te retrouves à être une personnalité publique, tu peux demander à des marques, etc., de te donner ou prêter des vêtements. C'est juste que quand tu ne viens pas de ces milieux-là sociaux, tu n'oses pas, ce n'est pas naturel d'aller demander « je mérite le meilleur, donnez-moi des trucs ». Mais sache bien que les gens qui viennent de milieux sociaux aisés, les gens qui viennent de milieux sociaux riches, ils osent le faire. Hein. Moi, je me posais la question, parce que tu vois, il y a une artiste que je connais bien qui s'appelle Naé, qui fait de la super musique d'ailleurs. Qui est déjà venue et qu'on adore, qu'on embrasse aussi. Et je voyais tout sur ses réseaux qu'elle faisait pas mal de pubs, de collabs, que ce soit des produits cheveux, des vêtements et tout. J'étais là, mais qui la démarche? Demande-le. Et moi, j'attends. Elle est super gentille, depuis un an, j'attends juste que les marques me voient et soient là. Hey, tu veux des produits? Mais en fait, il faut envoyer soi-même. S'il y a des marques qui nous écoutent, parlez à Dina. Je suis en là. vrai, ça aussi, c'est un engrenage. Et ça, c'est intéressant aussi pour les gens qui écoutent, d'avoir un peu les coulisses de l'influence. Mais c'est vrai que quand les marques commencent à repérer que tu travailles avec des marques, ils voient un premier partenariat, ils se disent « Ah, mais en fait, cette personne accepte de travailler des marques et elle arrive à faire des contenus comme ça. Bon, go, je vais lui écrire. » Alors que sinon, si t'as jamais travaillé avec aucune marque, personne ne va avoir la vision sur toi. Mais en revanche, par rapport à la gratuité des trucs, je tiens vraiment à insister.
moi, je me suis rendu compte un jour qu'il y avait plein de gens qui avaient beaucoup moins d'abonnés que moi et qui avaient fait beaucoup moins de trucs, et c'est pas grave du tout, mais qui avaient plein de trucs gratuits. Parce qu'en fait, ils osaient demander, mais moi, dans ma tête, la façon dont j'ai grandi et tout, c'est hyper gênant d'aller demander quelque chose et d'aller truc et tout. Et en fait, c'est juste que on vient pas forcément des milieux qui évoluent ici dans les sphères parisiennes et qu'on n'ose pas. Mais en fait, c'est marrant, on peut le faire. Moi, ça fait un an c'est que vraiment je des vois barrières toutes mes mentales pour à nouveau prendre un vocabulaire. Se casser, et tu vois comment les gens vivent et tout. Tu te dis, ah, mais c'est ça le quotidien des gens, en fait. Mais oui. Non, en fait, ça me dérange plus d'aller demander. Y a pas, je vais faire ça en rentrant. On parlait d'accomplissement pro et de récompense. Alicia, quand tu as eu ton premier titre, Mojo, qui a eu un big succès, même là, tu t'es pas dit, allez. Non. J'essaie trop de pousser, je fais et là t'as pas... Non, mais après... T'étais surprise d'ailleurs quand tu t'es lancée du coup dans la chanson que ça marche directement comme ça? En fait, mon producteur, il peut vous dire, même jusqu'à aujourd'hui, des fois il m'envoie des stats et tout. Du coup, je lui dis, c'est bien, parce que je sais pas, je réalise pas. Comparatif. Ouais. Et du coup, c'est lui qui est tout le temps en train de me dire, mais je crois que tu réalises pas, t'as pas fait de scène. Enfin, il y a eu des festivals et tout qui m'ont fait des propositions, mais je me sentais pas encore prête à ce moment-là quand Mojo est sorti. Mais il me dit, sans avoir fait de showcase, de scène, de représentation ou autre, ben t'as déjà autant de streams sur ton son. Il me dit, mais imagine quand tu vas enfin oser le faire, le résultat. Donc, en fait, pour l'instant, je suis contente, mais je pense que je ne suis pas encore assez contente parce que je ne réalise pas vraiment les résultats, quoi. Même s'ils parlent d'eux-mêmes. Mais... Quand tu feras des concerts, il a raison. Ouais. Quand tu entendras les gens chanter. Voilà, c'est ça. Peut-être que quand je serai vraiment au contact de mon public et que je n'aurai pas juste des chiffres devant moi, là, je vais pouvoir mettre du coup des visages sur ces chiffres affichés là, sur ces stats. Et là, je vais me dire, waouh, parce que là, il y aura de l'émotion, il y aura un vrai partage. Ouais. Stéphane, toi, tu as l'expérience évidemment du public via les cours que tu donnes. Mais en tant qu'auteur, comment est-ce qu'on fait pour réaliser en fait qu'on parle à des gens et que ce qu'on fait touche des gens? Parce qu'il n'y a pas en fait cette expérience scénique d'osmose direct avec le public. Comment ça fonctionne? Alors le métier d'écriture, qui n'est pas vraiment un métier, en tout cas moi je ne le pratique pas comme un métier puisque j'enseigne à l'université, au lycée, c'est une vie de solitude. C'est une vie de solitude. Moi je suis très entouré, je vois plein de gens et tout, mais c'est beaucoup de plongées, d'apnée solitaires qui sont absolument indispensables. Il faut d'ailleurs même les faire admettre à son entourage, dans le principe que tu pars 15 jours là. Je me rappelle, pour certains de mes bouquins, je partais 15 jours là et ma mère me disait, mais comment elle s'appelle ta meuf? Je disais, mais elle s'appelle Écriture en fait. Je pars tout seul. Je me rappelle une fois, je suis parti à Budapest pendant une certaine période et tout. Mes parents étaient incrédules que je puisse partir seul et emmener personne dans mes bagages. Donc... c'est des longs moments dont tu as absolument besoin d'isolement, de créer une routine. Moi, par exemple, je fais du sport, je mange équilibré, je marche, etc. Et puis, après, tu vas à la rencontre des gens. Et alors là, c'est pas le cadeau, c'est au-dessus, c'est le miracle. C'est-à-dire, en fait, quand tu as créé quelque chose individuellement, ça peut être une chanson ou une page ou un livre ou un chemisier ou n'importe quoi, et que les gens sont touchés par ce que tu as fait, c'est une expérience incroyable. Une fois, je me rappelle, un type, je signe des bouquins dans une librairie, et j'avais écrit le livre sur le football, pourquoi le football. Et le type il me dit, ouais, j'aime le football, j'aime le même football que vous, j'aime le football de cette époque dont vous parlez. Parce que moi, j'ai écrit ce bouquin pour fermer le bec de mon fils le plus grand, qui me fatiguait avec ses dollars, avec son Dubaï, et avec ses Cristiano Ronaldo et tout ça. Et moi, je lui ai dit, le football, c'est une éducation, c'est une aventure, c'est être avec les autres, c'est un plaisir. C'était ça pour moi, le foot. Et un type m'a dit, j'aurais aimé écrire le livre que vous avez écrit, c'est le livre que je voulais. Et donc, y a un deuxième moment, mais il ne faut surtout pas l'attendre. Il faut qu'il soit complètement inattendu. Il faut même pas l'imaginer avant, parce qu'il est inimaginable avant. C'est tu fais pour faire. C'est ce que disait Montaigne dans les essais. Il faut planter des choux pour planter des choux. Et comme ça, si des voleurs viennent te voler tes choux ou si la grêle vient les détruire, tu seras pas déçu parce que tu les avais plantés juste pour les planter. Ouais. Tu n'en attendais rien d'autre. Donc il faut agir pour agir, et c'est comme ça qu'on se trouve en fait. C'est comme ça c'est le cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Alors, pour enfoncer le clou de ce que vous disiez avant, moi, j'ai jamais eu peur de me faire des cadeaux à moi-même. Peut-être que parce que, d'une certaine manière,
j'ai cru en moi, peut-être, d'une certaine façon, même si ceux qui sont proches de moi, en tout cas quand je suis dans des moments de création, rigoleraient de m'entendre dire ça, parce que personne ne doute autant que moi et ne s'inquiète de la page jusqu'à la dernière minute. Mais par exemple, ça me brûlait les lèvres quand tu as posé la question tout à l'heure. La première fois que je suis passé à la radio, je suis venu dans cette maison, à la maison de la radio, je suis arrivé 1 heure en avance et je tournais autour. Et je suis tombé devant un magasin où ils vendaient des gants en cuir et en cachemire. Et je me suis acheté des gants en cuir et en cachemire à 110 balles. Pour te rappeler les liés. Et pour me retenir le moment. Et je vous promets, ils sont dans mon sac, les gants. Ah, waouh. Et je les ai avec moi, je les emmène. C'est pas des fétiches. Je les emmène pas le 15 juillet quand je viens à la radio. Mais j'aime bien les avoir en décembre. Entre faire plaisir, se faire plaisir, être pour soi une source de plaisir pour les autres, beaucoup de choses différentes se jouent, parce que nous sommes plusieurs choses, nous sommes plusieurs êtres à la fois. Quand je me fais plaisir, je me prends moi-même pour objet, je me vise moi-même. Et pour ça, il faut avoir une épaisseur de vécu, il faut avoir passé du temps, il faut avoir peut-être souffert, il faut avoir accepté aussi certaines étapes et avoir reconnu des choses. Mais je reste convaincu que c'est encore plus beau, quoi, de faire des cadeaux aux autres, parce que c'est aussi des cadeaux à nous-mêmes. Et quand tu peux offrir, faire briller les yeux de quelqu'un que t'aimes, c'est extra, quoi. C'est le top. Ah, c'est marrant que tu dis ça. Moi, je pense que mon plus beau cadeau, c'était récemment là, ma petite sœur que j'ai emmenée à Noël. Enfin, à Noël, n'importe quoi. Que j'ai emmenée à Disney il y a quelques semaines et on se voit jamais. Et en fait, je pense qu'au-delà de elle, je pense que ça a dû être un beau cadeau pour elle. En plus, elle habite juste à côté. On s'est vu, je pense, 4 fois dans notre vie, vraiment à tout péter à coup de 2 jours par-ci, par-là. Et là, je l'ai revue, elle avait grandi de ouf. À 15 ans, je dis waouh, bah viens, on va à Disney toutes les deux. Et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait, de lui faire plaisir, de me dire ouais, c'est ce moment-là de complicité qu'on n'a jamais eu entre sœurs. C'est vraiment un truc de ouf, en fait, de pouvoir faire plaisir aux autres. Des fois, comment ça satisfait son bien-être personnel. Et ton lapsus était génial parce que tu as dit Noël à la place du cadeau. Et c'est ça. T'as offert un esprit. Exactement. Tout de suite, Chaumont, on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre sur les cadeaux. Et on va parler de cette fameuse question des Secret Santa et des cagnottes. Attention, c'est toujours sujet à débat. Et je me tourne tout d'abord vers la chef d'entreprise de ce plateau, Léa Germano. Est-ce que tu imposes à ton staff des Secret Santa? Oui, j'adore. Ok. C'est incroyable. Alors, donc on est plutôt pour de ce côté-là. Moi, je suis très pour parce que c'est rigolo. Enfin, créer du lien dans l'entreprise, c'est pas évident. Moi, j'ai vécu beaucoup d'environnements toxiques dans la mode, et donc j'ai eu à cœur de créer une entreprise où vraiment j'ai tellement été choquée par plutôt mon vécu avant que j'allais très fort dans l'autre sens à essayer de créer quelque chose de sain où les gens se sentent écoutés. Et donc tous les moments que je peux facilement mettre en place pour créer autre chose que des discussions autour du boulot, évidemment, j'y vais à fond. Et je trouve que c'est facile, parce que c'est pas... on met un budget entre 5 et 10 euros. Nous, on l'a fait hier, donc c'est drôle que t'en parles. J'ai décalé. Qu'est-ce que tu as reçu? Mon déjeuner devait être aujourd'hui, il était hier. J'ai reçu un kit pour mon vélo de mon ancien CTO, qu'on a convié quand même au déjeuner de Noël, et qui était très gentil d'avoir pensé à mon petit vélo. Et qu'est-ce que tu as offert? Et moi, j'ai offert des cadeaux un peu intello chiants, alors qu'ils sont tous offerts des produits de beauté. J'en ai offert 2 parce qu'on a une petite nouvelle dans l'équipe, et au lieu de ce qu'elle se retrouve toute seule, j'ai fait 2 cadeaux. Un petit cadeau sur des mots d'un philosophe sur la mode. Alors, je sais même plus qui est l'auteur, que je vais mentionner incessamment sous peu. Parce que à la personne dans mon équipe qui rédige le plus, pour lui dire voilà, toi et moi on passe notre temps à chercher les bons mots, ça fait 200 ans que les gens cherchent en fait sur la mode, et ce sont que des cycles. Donc voilà, j'ai essayé de le lire d'ailleurs dans les 10 minutes avant de lui offrir pour avoir des trucs intelligents à dire. Et j'ai offert un petit dessous de plat peint à la main par une artiste qu'on avait exposé à mon autre stagiaire. Ok. Les Secret Santa autour de la table, est-ce que vous avez des... Moi, je suis mitigée. En fait, je trouve que c'est cool quand c'est pas imposé. Ouais. Moi, ça m'est arrivé. Yannick, si tu vois cette interview, je suis désolée. Je travaillais à Intermarché là, jusqu'à il y a peu que j'ai arrêté de bosser, que je me suis focus sur la musique. Et je venais d'arriver dans l'équipe et tout. Et en fait, j'étais absente la semaine... forcément, où ils ont parlé du Secret Santa. Ils me disent, Disney, on fait un Secret Santa, on a mis ton nom dans la boîte. Et je suis là, ok.
Cool. Et du coup, je suis obligée de faire un cadeau parce que forcément, quelqu'un m'a pris. Donc, quelqu'un va me faire un cadeau. Et en plus, j'étais tout le temps absente et tout. C'était une vraie galère. Et le gars, je le connaissais pas du tout. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux lui acheter? Donc, j'ai fait toutes mes petites enquêtes et tout. C'était à Martiniquais, je crois. Je me suis dit, vas-y, je vais lui acheter une bonne bouteille de rhum. Ça va lui faire plaisir. Et au final, on l'a bu. Ah, waouh! Avec lui au moins? Non, non, en fait, il y avait tout un délire. Tu reçois une bouteille vide et joyeux Noël! En fait, j'ai jamais rien osé du coup Oui. redéposer parce que j'étais absente la semaine des Secret Santa. Donc, ils avaient fait un repas d'équipe, etc., avec tout le monde qui se donnait les cadeaux, machin. Donc, moi, j'étais pas là, je pouvais pas être là. Et je dis, bah écoute, je te donnerai le cadeau quand je reviens, quoi. Et en fait, j'avais pas de cadeau et j'ai pas eu le temps d'en racheter. Et j'ai juste laissé le truc se tasser en mode, je suis désolée, Yannick, franchement, je ne sais que dire. Mais c'est vrai que c'était un peu gênant. Le fait d'être imposé comme ça, là, sur une équipe, où si ça se passe bien et que l'ambiance est cool, que tout le monde se connaît un peu, je trouve ça vraiment chouette, parce que comme tu dis, ça crée du lien et tout, ça permet d'être cool. Mais quand t'as pas choisi, que t'es pas prêt à ça, c'est chiant. Après, même dans les bandes de potes, ça peut être la sauce. Moi, je me rappelle, j'avais toute une bande de copains à Arlon, donc dans le bas de la Belgique, proche du Luxembourg. J'ai bientôt un concert là-bas, je crois. Ouais, j'ai vu, tu vas à l'entrepôt d'Arlon. Ouais. J'ai vu. Ça, tu vas être très bien là-bas. Allez. Et je vais faire passer le mot en plus. Parfait. Donc j'avais toute une team avec qui on faisait Noël juste avant Noël, histoire de bien se contaminer avant de retrouver nos familles. Et on avait fait un Secret Santa. Et en fait, je pense qu'on était 25 dans la team. Donc forcément, t'as des gens avec qui t'es plus pote, d'autres avec qui tu les minces. Et en fait, la personne qui m'a attirée, c'était l'ex de mon coloc, donc qui était mon bête de pote. Donc en gros, elle avait le démon contre nous. Et du coup, elle m'avait offert. Moi, j'avais acheté un super cadeau. Je sais plus ce que c'était, mais je sais que je m'étais chauffée. Okay. J'avais acheté un super cadeau à la personne que j'avais pioché. Et elle m'avait offert, genre, sans emballage ni rien, des boucles d'oreilles. Je crois que c'était genre AliExpress ou je sais pas quoi. Mais encore sur le présentoir comme ça, enfin en mode. Tiens, quoi. Et j'étais en mode. Okay. Super. Et genre vraiment, c'était juste en mode. Ah bah oui, pardon. Ça a mis un espèce de malaise, c'était terrible. Est-ce que ça, c'est propre au Secret Santa ou c'est propre aux cadeaux en général, qui sont un peu malaisants Non, mais toi, il y a une bonne ambiance dans ta team, mais j'imagine des grosses entreprises où t'as potentiellement des gens qui s'apprécient pas trop, des collègues qui se piochent entre eux alors qu'ils ne s'entendent pas et tout. Et c'est plus sur ça que j'imagine ce truc. Ou alors, je vois beaucoup de TikTok aussi sur la vie en entreprise, sur les cagnottes de retraite, par exemple, ou les cagnottes d'anniversaire, de départ, de machin, auxquelles il faut cotiser alors que tu connais pas la personne. Et je me dis toujours, waouh, ça a l'air tellement chelou. L'entreprise, c'est un monde bizarre déjà. Ça a l'air bizarre. Hein. Il y a des codes un peu que tu. Tu t'es retrouvé à cotiser sur des départs à la retraite, par exemple, de gens que tu connaissais pas? Moi, je mets toujours au pot des cagnottes parce que j'ai pas de temps en fait. Je suis ravie qu'on m'offre ce temps à ne pas réfléchir à un cadeau. C'est un peu lâche en fait, c'est un peu égoïste. Mais j'adore mettre de l'argent dans les cagnottes, j'ai pas à y réfléchir plus que ça. Et les cagnottes, de façon générale, le moment, alors je sais pas comment c'est dans votre entourage, chez moi c'est plutôt septembre, octobre, novembre, où on vous demande de participer à 10 cagnottes par mois. Est-ce que vous cédez ou est-ce que vous ne voyez pas le message? Moi j'ai pas de. Il y a personne m'a jamais demandé de donner dans une cagnotte. Non. Tu vois, quand tu vas approcher la trentaine, quand tu vas avoir du racket généralisé à ce moment-là. Non, franchement, par le Secret Santa avec mes beaux-parents qui me stressent un peu, là, j'avoue. C'est vrai? Ouais, ils font ça dans ma belle famille, donc du coup je vais fêter Noël chez eux, comme on fait pas Noël. Et un cousin inconnu au bataillon. Ah waouh. Donc. Qu'est-ce que t'offres? Je ne sais pas, je n'ai encore pas fait mon choix. Et en plus, c'est pas comme si sa belle famille le connaissait aussi super bien. Et j'ai demandé à ma belle-mère, elle me dit je sais pas trop, je vais appeler sa mère. Mais qu'est-ce qu'on offre justement à quelqu'un qu'on connaît pas en fait? Ils ont inventé les wishlists. Je sais pas si vous en avez fait les frais ou vous êtes content d'utiliser ça. Mais moi, dans ma famille, depuis qu'on a commencé à piocher des gens, parce qu'on était trop, tu renseignes ta liste de souhaits. Donc c'est vraiment ta lettre au Père Noël, digitale. Un petit peu gênant parce que ce serait trop simple. Tu mélanges directement des liens. C'est comme les listes de naissance ou de mariage, mais pour soi-même. C'est super en fait, parce qu'on parlait du cadeau idéal tout à l'heure. En fait, trouver le cadeau idéal, c'est une mayonnaise parfaite entre quelque chose de personnel à toi et à la personne qui va dans une rencontre et un équilibre dingue. C'est très dur en fait. Parfois, quand tu veux convoquer un super cadeau pour ta meilleure amie, pour ton mec, parfois t'as pas d'idée. Et t'as beau. Est-ce que si t'as fait une wishlist, justement, ça perd pas le truc? La magie du cadeau, parce que tu sais que tu vas forcément avoir un des cadeaux sur ta wishlist. Oui, mais est-ce que tu as pas déjà reçu des choses atroces à Noël?
Est-ce que tu n'aurais pas préféré que par Lana Brevet Si, une paire de chaussons voilà. Est-ce que tu n'aurais pas Lidl. pris quelqu'un clique sur le Rappellerai lien celle-là. de ton fer à boucler? J'aurais pas eu le choix. Elle avait 14 ans, 13 ans. Non, mais en fait, c'est un peu pour remplacer cette espèce de mascarade de on sait tous, on a passé beaucoup de temps à penser à chaque personne, on sait très bien, on connaît ses désirs, on la connaît par cœur. Dans une famille, en plus, c'est pas vraiment le cas. Oui, on n'est pas trop à date sur ce qu'aime la personne en ce moment. D'ailleurs, on la voit pas souvent, on est gêné de se voir qu'à Noël. Donc, vraiment, je trouve que ça enlève un peu de pression. J'avoue que et dans du ce coup, contexte-là, on se retrouve à offrir mal. des choses qui ont du sens. Bah oui, tu m'as demandé un bougeoir, je suis allée chercher un joli bougeoir. Et est-ce que d'ailleurs, il faut offrir des cadeaux aux gens de notre famille qu'on n'aime pas? Non. Est-ce qu'il faut se forcer à les fréquenter de façon générale? Non plus. Mais tu connais ça dans les familles, des fois, c'est ah oui, mais c'est quand même, je sais pas, ta tante, ton oncle, ton cousin, non, moi je me ton force machin. à rien. Et comme je suis très expressive, j'ai annoncé la couleur très rapidement. Donc si t'arrives à un repas de famille et qu'il y a un des membres de ta famille dont t'es pas forcément fan, tu vas pas forcer parce que c'est la famille et qu'il faut se forcer. Non, enfin déjà. Non, mais je suis comme toi, mais ça fait polémique dans ma famille, donc ouais, déjà, j'ai très peu de membres de ma famille ici. Ils sont tous en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc je suis très peu confrontée à ça. Et quand on est là-bas et que ça peut arriver, très souvent, j'ai quelque chose à faire. Je suis pas là. je suis malade. Ouais. Mais Stéphane, comment on explique philosophiquement ce truc de devoir inconditionnellement aimer sa famille alors qu'en fait est-ce que c'est un pilier de la société, c'est une convention qui est nécessaire Alors sans doute la famille elle a beaucoup évolué disons dans les 2 derniers siècles, plus encore dans le dernier siècle et énormément dans le dernier demi-siècle, puisque maintenant l'enfant est au centre. L'enfant est la pointe ultime de la famille. C'était pas le cas pendant très longtemps. Pendant très longtemps, les enfants, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'au 19e siècle, les enfants étaient quantité négligeable, on n'osait pas trop les fêter. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux mouraient très tôt, puisque à la Révolution française, 4 enfants sur 5 meurent avant d'avoir atteint l'âge de Dinah. Donc, c'est-à-dire avant d'avoir atteint l'âge j'aime bien ce repère. 20 ans. Ce repère, parce qu'elle est la jeunesse pour nous. Elle est la jeunesse. Tu es la jeunesse Donc, de ce plateau. La famille contemporaine, elle se reconstitue autour de l'enfant. Ce qu'il y a de spécifique dans Noël, c'est ce que je ne cesse de répéter depuis que je fais ce livre, c'est que Noël n'est pas une fête de famille, c'est une fête de la famille. Donc c'est une fête dans la famille où la famille se fête elle-même. Bien sûr. Donc là, c'est pour ça que c'est si angoissant pour beaucoup de gens, parce que c'est le moment où la famille se teste elle-même dans son caractère de famille. Donc en fait, cet oncle dont tu parles, le relou, à qui t'as pas envie d'offrir un truc, en général, souvent, comme il n'est pas trop là, l'oncle, pourquoi? Parce que c'est une fête du foyer, c'est une fête du home sweet home. Donc tu retournes chez tes parents. Le vrai problème, je pense, commence, moi je ne le connais pas encore, mais je sais qu'il commence pour beaucoup de gens, quand tes parents sont plus là, et où là, la question se retrouve quand tu es face à face avec tes frangins et tes frangines, de savoir est-ce qu'on continue à faire Noël, ou bien est-ce que moi maintenant je me replie, comme ils l'ont fait eux-mêmes après la disparition des leurs, sur leurs gosses, etc. Moi j'ai connu les grands Noëls des années 80, où mes parents étaient entre guillemets nouveaux riches, et donc pouvaient un peu arroser autour, et en plus ils étaient généreux et hospitaliers. Donc on invitait tous les oncles, on dansait, c'était la farandole, c'était le bordel, on buvait 3 bouteilles de... On faisait des blagues de Bigard. Non, ça c'était beaucoup plus tard. Quand mon frère avait grandi, mais tu vois, on buvait en cachette 2 litres de coca ou 2 litres de banga dans un coin, et on mangeait 4 fois du gâteau. Bon, mais ça je crois que c'est un peu fini, c'est-à-dire, ça s'est quand même beaucoup replié sur les foyers. Alors des fois, quand les enfants arrivent après avec leur conjoint, ça se regarnit, ça se réétoffe. Ouais, parce que là, quand tu deviens parent, chacun a un mec ou une nénette, et donc ça fait du monde autour de la table. Mais je crois qu'on n'est pas... Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même assez passé dans les mœurs, qu'on n'est pas obligé, s'il y a 20 convives, d'offrir ça et un cadeau à tout le monde intégralement. Tu peux un peu choisir, et de plus en plus, les gens sont responsables et font des tirs groupés ou des tirs ciblés. Toi, tu l'offres à un tel, moi, j'offre à un tel. Je crois que l'esprit de Noël et l'esprit du Père Noël, pour en parler,
moi, c'est comme ça que je l'explique. Et comme ça que je l'expliquais à mes enfants quand ils étaient mômes. Quand ils ont compris, quand ils étaient petits, que le Père Noël n'existait plus vraiment, ils me disaient, mais qu'est-ce qui reste du Père Noël ? Ce qui reste du Père Noël, c'est que personne ne doit se retrouver sans cadeau. C'est ça l'idée du Père Noël. C'est l'idée de quelqu'un qui vient dans toutes les maisons et que tout le monde ait un cadeau, quel que soit son âge, sa condition et le niveau social. Et moi, je vais vous dire, je me marre bien tous les ans. Par exemple, là... juste avant ce réveillon de Noël, là, j'ai fait Noël comme Père Noël avec toutes mes classes. Donc j'arrive en cours, habillé en Père Noël. Mais les élèves, ils sont comme des dingues. Ils disent, Monsieur Flocari, mais on savait que vous étiez un peu parti et barré. Mais jusqu'à ce point-là, j'arrive en Père Noël, je leur donne des bonbons. Et je fais cours pendant 2 heures sur Spinoza ou Nietzsche. En Père Noël. En Père Noël. Ah, c'est génial. Et j'ai fait aussi le Père Noël de l'amicale de mon lycée, un certain nombre de fois. Et je suis arrivé en moto, entièrement décoré en Père Noël, avec des fumigènes dans la cour du lycée la nuit, ou en voiture décapotable aussi par le toit, habillé en Père Noël. Voilà, ça c'est un cadeau que tu fais où vraiment. Attends, tu fais partie des motards Père Noël qui défilent là ? Je suis sur Insta, je suis dans le stream de mes élèves depuis longtemps, mais bon. Mais ouais, pour revenir sur la fête là, et sur ce moment des cadeaux, ce qu'il faut, c'est qu'au moment de la confusion sous le sapin, quand tout le monde les ouvre, et d'ailleurs, aucune famille n'a le même protocole. Ça peut être histoire d'embrouille, ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu fais les cadeaux le 24 ou le 25 ? Non, déjà le 24 ou le 25, premier truc. Et le L'apéro, 24 souvent, à quelle c'est heure ? pour calmer les gosses aussi. Ah ben moi, Tu le fais, nous, tu le tu fais as avant l'apéro, l'apéro, comme ça calme tout le monde, tu vois. Ah ben moi je vais dire que moi, moi je suis c'est long, tu sais ce matin. que je fais ? Moi je tape sur la table comme ça tout doucement, avec tous mes neveux, avec mes enfants et tout. J'énerve tous les oncles, les tantes, les grands-parents et tout. Je fais les cadeaux. Et c'est toi qui fais le Père Les Noël, du coup. cadeaux. Et ouais, bien sûr, et je donne les cadeaux. Mais attends, mais plus personne n'y croit dans la famille. Non, puis attends, je pars, je fais semblant que je vais, et je reviens habillé en Père Noël. Oh, tu peux faire la voix de Père Noël ? Non, je fais un vieux papa comme ça, il va voler des cadeaux. J'adore. Je fais le pépé, tu vois, j'arrive avec des petites lunettes et une barbe comme ça. J'adore. C'est trop drôle. Mais les enfants adorent et ça stupéfait même les... Alors le pire, hein, c'est quand t'arrives, crois-moi, hein, quand t'arrives dans, une salle de classe ou dans le couloir, tu passes dans le couloir, mes élèves les voient toujours en costume, cravate, gilet ou etc. Et ils voient le Père Noël passer pour arriver à voir C'est mon cours. hilarant. Et une fois, c'est je suis marrant. prof à l'INSEP. Et une fois, à l'INSEP, à l'Institut National du Sport, il y a une petite voiture, qui est une petite voiture comme une voiturette de golf, qui permet de transporter les personnalités et tout, machin. Et une fois, j'étais déguisé en Père Noël dans mon cours. Et j'ai un de mes amis, un de mes collègues avec qui on est potes, et on se fait des blagues et tout pendant nos cours, surtout à Noël. Et je vois le gars qui descend de la voiturette. Et je suis parti, j'ai volé la voiturette. Et je faisais le tour du bâtiment en Père Noël avec la voiturette, avec tous les élèves qui tapaient aux fenêtres. C'est ça C'est l'esprit de hilarant. Noël, Anna. C'est hilarant. T'as J'adore. déjà surveillé des Ah, mais grave. Parce qu'il y a les partiels souvent qui sont juste avant. Ils sont en janvier, ils sont en janvier. ok, Ça parce va, que nous, ça des fois, va. on avait les écrits avant et les oraux après. Ça, c'est plutôt quand t'es en prépa, les concours blancs et tout. La ouais. surveillance de partiels en Père Noël, ce serait incroyable. Ah, c'est drôle. Ça déstresse. tu vois. J'avoue, ça déstresse. Ça apaise un petit peu. Léa, Alicia, chez vous, les cadeaux, c'était plutôt avant ou après la nuit ? Moi, c'était à minuit. Hein. Enfin, Ah ouais. ouais. 24 On minutes. mangeait et Mais quand ouais. t'étais petite ? Oui. On restait éveillés jusqu'à... C'était la fête. Ouais, ouais. C'était la fête. Toi, c'est quoi ? C'est à l'apéro ? Ah, moi, c'est à l'apéro. Les Moi, gars, j'ai c'était connu pas. le 25 au matin. Hein. Moi aussi. Où t'es là, tu dors, mais tu tapes une insomnie, t'as Mais oui, une envie t'as- d'aller boire, tu vois, et t'es là-dessus. Et après, ils ont compris que pour nous calmer, il fallait nous Ah ouais, la nous veille. jeter, tu vois, tu jettes de la viande au fauve. Et puis t'es tranquille pendant le dîner si les gamins. ouais, c'est ça. clair. Jouer Mais avec les cadeaux. souvent, avant, ce qui se faisait, c'était que les cadeaux étaient mis par les parents nuitamment, Ouais. pendant que les enfants étaient dans les chambres. Ouais. Et souvent, c'était les enfants qui, les premiers, te réveillaient par leurs cris et leurs bruits, et les paquets qui s'ouvraient, parce Ah non, qu'ils c'est trop allaient, mignon. ils allaient à J'avoue, 5-6 c'est heures du mignon, matin. ça. Et dans Survivre à Oui. Noël, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle L'aube des enfants rois. Et où je raconte ce moment particulier que moi j'ai vécu, quoi. Des fois c'était à minuit ou des fois c'était le lendemain, mais le lendemain c'est encore mieux parce que tu parles la nuit, tu vas frustré. J'avoue, moi, le tu seul veux les Noël que j'ai avoir fait et de tout, voir ouais. mes neveux se réveiller le matin et tu sais, la tête Tellement d'un Ouais. bébé qui Ouais. vient de se réveiller et qui d'un coup, ouah, oh les cadeaux. Voilà, ça, c'est incroyable. C'est un moment. Ah, Du coup, c'est plus t'es sûr crédible qu'il pour passe vous une bonne le journée. Père Noël enfant, parce que tu en as parlé un peu au début, est-ce qu'on y croit ? Moi, enfant, c'était juste un accord tacite avec mes parents que je m'étais fait toute seule. Ah, je me mais suis dit, oui. je vais leur laisser croire que j'y crois parce que j'aimerais bien que les cadeaux continuent à arriver. Bien sûr. Ah, Mais ok, je n'y d'accord. crois pas du tout parce que j'ai aucune preuve matérielle et vraiment, je ne pense pas qu'ils puissent aller dans toutes les maisons. Donc ça, c'était mon point de vue. En revanche, je croyais très fort
aux cloches, parce que je les avais vues, avec du chocolat à côté, à la petite souris, parce que j'avais vu je ne sais quoi, qui m'a fait croire. Tous les autres trucs, j'y croyais. C'est les cloches, par contre, je trouvais ça débile. J'étais là, je connais en fait, en gros, la tradition dit, mais ça est de moins en moins, je crois, parce que quand même Pâques, c'est vraiment la fête chrétienne par excellence. Alors moi, je pense que pas un truc. Oui, mais de base, c'est dans notre culture, c'est une fête fête chrétienne. C'est ça, beaucoup plus que Noël, bien sûr. Et du coup, je crois qu'on en parle de moins en moins, mais en tout cas, quand on était petite, on nous disait qu'à Pâques, il y a des cloches qui passent. Et en fait, elles font ding, 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 genre dans le ciel, quoi. Et elles font tomber plein de chocolat. Et après, tu vas chercher les œufs de Pâques dans le jardin. Et le lapin, de Pâques aussi. Cloches. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Sauf que moi, les cloches, je les avais vues. Donc il y avait preuve. Père Noël, jamais. Tu te mettais quoi de ta famille dans le truc? Toi aussi, t'avais du vin rouge à table? Ça n'allait pas du tout. Dans le Médoc, on avait ça après toi, je sais pas. La petite goutte là. On te fait goûter le vin, t'as la petite goutte de vin comme ça dans ton truc. Mais cette question du mensonge, c'est quand même hyper important parce que les psys, depuis 20 ans, se sont vraiment penchés là-dessus, sur les effets négatifs ou pas, parce que beaucoup de parents s'inquiètent de ça. En fait, il y a 2 grands secrets que les enfants doivent percer à un moment ou un autre entre, disons, 6 et 8, 6 et 10 ans. Il y a la naissance aussi. Voilà, c'est le secret de leur fabrication. Donc ça va assez vite, parce qu'évidemment, dans les écoles, quand tu mets ensemble dans la cour de l'école, avant, on séparait des fois les CP des plus grands, il y avait une récré pour pas qu'ils se fassent taper ou embêter. Mais c'était ça, non, c'est vrai. Et du CP au CM2, tu as des expériences complètement différentes. Donc il y en a qui s'amusaient à le dire aux plus jeunes, mais le Père Noël, il y en a qui veulent se bercer d'illusions encore longtemps. Il y a des familles qui insistent. En tout cas, ce que disent les psys, c'est que ça nuit pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas une contradiction performative de dire à un enfant toute l'année, dis la vérité et je t'ai menti pour le Père Noël. Il comprend très bien que c'est un mensonge pour la bonne cause, quoi. Il nous en veut pas, en général. On va écouter un titre avant de poursuivre et de finir presque cette discussion sur les cadeaux, sur Noël, donc, mais pas que, avec des questions telles que, on va y revenir, faut-il rendre les cadeaux des ex, puisque les nôtres ont été mentionnés pendant cette émission, Léa, mais aussi la question de l'écologie et de la consommation offre-t-on trop de cadeaux. Et bienvenue dans la fin de ce tunnel. Ce soir, je suis avec mes invités Dina, Alicia Eliès, Stéphane Flocari et Léa Germano pour parler des cadeaux. Et je le disais juste avant, alors au-delà des ex, on en a beaucoup parlé, faut-il rendre les cadeaux aux gens à qui on ne parle plus? Instinctivement, j'ai envie de dire non, mais il y a plein de gens pour qui ce n'est pas une évidence sur Internet et qui nous disent qu'on est supposé rendre les cadeaux. Ouais, non. Je crois qu'on est tous d'accord. J'ai vu beaucoup de mecs sur Twitter. Bon, après, voilà, encore une fois, c'est un endroit particulier, qui disaient que les meufs qui ne rendaient pas les cadeaux aux mecs qui les avaient payés étaient des michetots. Est-ce que t'as vu des meufs mettre ça sur Twitter? Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, voilà. évidemment. Le prisme, il est quand même... Justement, en parlant des femmes, d'ailleurs, il y a de nombreux articles sur la charge mentale chaque année à Noël, ces dernières années, sur le fait que c'est les femmes qui pensent aux cadeaux, et c'est aussi, majoritairement, et c'est aussi un moment qui peut être compliqué pour les femmes, un moment notamment des repas de famille. Donc en fait, il y a toute la charge de l'organisation qui repose sur elles. Est-ce que c'est le cas dans votre famille? J'ai micro-anecdote, j'ai vraiment failli m'embrouiller avec mes frères très 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 sévèrement les 3-4 dernières années, à chaque fois qu'il fallait décider de ce qu'on offrait aux gens dans notre famille, parce qu'on décidait d'offrir en fratrie. J'ai 2 petits frères. Et en fait, comme j'étais l'aîné et comme je suis une femme, et donc j'ai globalement plus de charge mentale, et que je m'organise et j'essaie d'éviter des situations désagréables, j'essaie de choisir des cadeaux à l'avance, d'anticiper, chose dans laquelle je n'étais pas soutenue du tout, et j'ai vraiment failli péter un plomb. Et je me suis mis une alarme dans mon agenda le 31 décembre l'année dernière, je crois, pour cette année, qui dit ne fais pas tes cadeaux avec tes frères. Et je ne l'ai pas fait cette année, et c'était merveilleux. Pas d'embrouille, pas de message, ils se sont débrouillés tout seuls, ils étaient dans la merde, je leur ai pas donné d'aide. Moyen, mais c'est la première fois qu'ils le faisaient. Non, mais la question que ça pose, la question de la restitution, normalement un cadeau c'est unilatéral. Donc je donne quelque chose à quelqu'un, ça n'est pas un échange. Je ne te donne pas quelque chose et tu me donnes autre chose en échange. Sinon c'est un investissement, c'est un échange. Économiquement c'est autre chose. Mais à l'intérieur du cadeau, on peut penser le cadeau de 2 manières. On peut le penser comme un don ou comme un présent. Si c'est un présent, c'est quelque chose que je donne à quelqu'un et qui normalement lui appartient.
Si c'est un don, je peux le penser comme un gift. C'est la différence entre un gift et un present, si je le prends avec l'anglais. Et le problème, c'est que si quelqu'un perçoit le cadeau que je lui fais comme une sorte de gift, ou une sorte de dotation que je lui donnerais pour le faire mousser, pour le faire valoir, pour lui montrer mon amour, etc., ça devient une sorte de truc qui, à la bourse de notre amour, montre là où est ta valeur. Elle est basse ou elle est haute. Bien sûr. Moi, une des choses que j'ai apprises de mes parents, vraiment petit, et je me rappelle, mes parents disaient systématiquement ça quand il y avait des cadeaux, parce que la question se posait, c'était une grande famille d'Italiens du Sud, qui s'offrent plein de choses, avec beaucoup d'affection, etc. Bon. Et mon père disait toujours, si tu peux offrir beaucoup, c'est que tu as beaucoup. Si tu peux offrir peu, tu offres quand même beaucoup si tu offres le peu que tu as. Donc, c'est pas une question de quantité, c'est Bien pas une sûr. question de jauge, etc. Bon, le problème, c'est qu'un objet, dans la société, quand il circule, il a deux types de valeurs. Il a ce que les économistes appellent une valeur d'usage et une valeur d'échange. Donc, la valeur d'usage, c'est l'utilité que je vais en avoir. Si j'ai un caddie tout rouillé, pourri, que j'habite sous un pont, c'est très utile pour moi parce que c'est ma valise et ma maison. Par contre, il ne me sert à rien si j'ai un appartement dans le 16e. Bon. Mais le problème, c'est que les objets, ils ont une deuxième vie au-delà de leur utilité. Ils peuvent avoir une valeur d'échange. Et dès aujourd'hui, n'est-ce pas, dès le 26 décembre, eh bien, on a des gens qui revendent immédiatement parce qu'ils voient la valeur d'échange et pas la valeur d'usage. Et de plus en plus, là, nos éducations un peu plus classiques, corsetées, craquent sur cette question. Est-ce que j'ai le droit? Par exemple, nous, dans notre génération, la question c'était, on m'a offert une veste bleue. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'en voulais une verte? Est-ce que je peux, même pas revendre le cadeau, est-ce que je peux le changer? Bien sûr. Parce qu'avant, l'intention portait le geste total d'autrui et le sens qu'il avait accordé. Je t'avais acheté une veste verte justement parce que tu ne mets que des bleus et je voulais que tu mettes la verte. Donc dans le cadeau, le cadeau est une sorte de tremblement avec des répliques. Il y a des répliques derrière sismiques qui font que ah bah ouais, mais on m'a offert ça, ça vaut beaucoup d'argent, ou je lui ai offert ça, il faut qu'il me le rende. Là, ça parle de l'amour qui continue et qui continue mal et qui grince, quoi. Et justement, on parle de modernité dans le rapport au cadeau. Est-ce qu'on se ferait pas un petit peu retourner un peu le cerveau, un peu matrixé par les réseaux sociaux pour offrir des cadeaux à toute occasion? Donc c'est la Saint-Valentin, c'est Noël, Black Friday, il faut profiter, etc. Est-ce que la façon dont on a de fonctionner générationnellement maintenant n'incite pas à acheter trop de cadeaux, trop de biens? Je pense que si. Après, personnellement, j'essaye de pas rentrer dans ces trucs-là. J'essaye de ne pas rentrer dans ce moule sociétal de capitalisme, surcapitalisme. C'est vraiment pas du tout comme ça que je fonctionne. Si je fais un cadeau à Noël, c'est certes parce que je suis influencée, parce que c'est Noël, etc. Mais c'est avant tout parce que j'ai envie de faire un cadeau à Noël. Je crois que j'ai fait des cadeaux à Noël qu'une année. Bon, c'est l'année où j'ai eu les fameux chaussons et j'ai dit bon, c'est bon, j'ai donné. Mais parce qu'en fait, j'ai pas envie de me forcer à faire un cadeau juste parce que c'est Noël. Si j'ai envie de faire un cadeau, c'est parce qu'avant tout, comme tu dis, ça doit être quelque chose qui fait plaisir. Sinon, ça marche pas, en fait. Ça pourra pas être aussi vrai. Et le cadeau pourra pas faire autant plaisir, je pense, à une personne que quand c'est inopiné, comme ça, au pif, et que tu reçois un cadeau pour aucune raison ou pour une petite réussite, ou même toi, tu ne serais pas fait toi-même un propre cadeau. Mais c'est quand même assez fou que ça engraine autant les gens. Moi, je vois les potes et tout, la pression qu'ils se mettent pour acheter un cadeau pour la Saint-Valentin, acheter des cadeaux pour Noël, le neveu, la tante, le cousin. Enfin, c'est quand même assez fou, quoi. Alicia, tu as une petite fille, toi, Tamalia. Oui. Comment tu gères les cadeaux par rapport à elle? Est-ce que tu étais une maman gâteau ou est-ce que justement tu les réserves à certaines occasions et tu essaies de faire, je sais pas, tel ou tel type de cadeau? Comment Là, ce n'est que son deuxième Noël, du coup. Donc, elle n'a pas conscience des choses. Ouais. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer à la famille, aux proches, à tous ceux qui souhaitent lui faire un cadeau, c'est que ça sert à rien de dépenser énormément d'argent. À cet âge-là, les enfants, ça joue avec les lingettes, les télécommandes, les petits sachets qui traînent. Ça joue pas avec les jouets. Ils restent concentrés dessus 5 minutes, alors que des fois, les gens, ils mettent 200 € dans ça. Et finalement, l'enfant, il préfère jouer avec les habits, les chaussures. Donc franchement, moi, je préfère me concentrer sur ce qui est nécessaire à son quotidien que trop de jouets. Alors, elle en a, mais
à juste mesure, quoi. C'est pas, il y en a pas en quantité. Je préfère la rendre un peu responsable à ce niveau-là et pas qu'elle soit débordée de jouets. Et pour pas qu'elle soit non plus trop gâtée, il faut qu'elle le soit, bien sûr, mais pas non plus en overdose, quoi. Mais c'est hyper bon signe en plus de se dire que même si on est de plus en plus poussé dans une hyperconsommation, bah, chez les enfants ça bouge pas, il y a une nature immuable qui fait que parfois tu vas leur donner une feuille de papier pliée comme ça, ils vont jouer avec. Vraiment. Non mais je le vis au quotidien. Ça sert vraiment à rien de dépenser trop d'argent. C'est dur de faire des cadeaux aux enfants et aux tout petits surtout, je trouve. Et moi, j'ai une filleule qui vient de naître et j'ai Sophie vu avec la sa girafe, mère, tu sais, je vais mettre de l'argent sur son compte. Mais voilà, mais moi aussi c'est ce que je fais. Comme cadeau, mais à 18 ans, elle me remerciera. Exactement, moi j'ai 2 filleuls, c'est comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à très longtemps. Hein. Je préfère investir sur eux pour plus tard, bien sûr, que investir sur leur avenir du moins, que acheter trop de choses dont ils vont pas du tout non, puis ça sert à rien. Moi, mes neveux, j'aurais fait des cadeaux. Ils ont joué avec les emballages. Ouais. Là encore, on l'a beaucoup dit, au-delà des objets, il y a l'intentionnalité, il y a le moment passé ensemble, il y a tout ça. Et on parle beaucoup, ça arrive dans cette émission qu'on aborde, notamment quand on parle de relations, la question des langages de l'amour. Et il y a effectivement les cadeaux, les présents, mais il y a aussi le temps passé de qualité ensemble, les petits mots, les gestes, les services. Et c'est très important aussi. On va continuer tout en poésie avec toi, Dina, pour ton live. Qu'est-ce que tu vas interpréter ? Je vais interpréter un morceau qui me tient beaucoup à cœur en vrai. Ça s'appelle Que reste-t-il ? Et l'histoire de cette chanson est assez simple. J'ai toujours été à demi-mesure entre m'engager ou détruire ma santé mentale, m'informer ou ne pas m'informer pour pas péter un câble. Et je sais pas, c'était juste un peu avant quand les JO ont commencé, qu'il y a eu en plus la situation à Gaza qui se détériorait, le conflit au Congo, il y a eu un genre de trop. Et mon Instagram, je sais pas pourquoi, en une journée, m'a balancé toutes les informations que je ne voulais pas lire depuis des mois. Et ça a été un peu un coup de trop. Du coup, j'ai écrit ce morceau pour donner du soutien, de la force à tous les gens opprimés et pas bien, quoi. Eh bien, on t'écoute tout de suite, Dina, sur Move. 19h21h. Tunnel, le bruit et l'humeur. Anna Toumazov. Encore un génocide sur les journaux d'émo tristes. Ça me rend émotif sur les murs de la city. Graffiti Free Palestine, ils les effaceront demain. Mais c'est pas ça qui démotive. On a les cartes entre les mains, pas moyen de les laisser faire. On va pas se laisser taire, y a trop d'innocents qui saignent. Trop de morts, de misère. C'est pas des présidents, c'est des chefs de guerre. C'est nous la résistance, comment faire l'air de R. Parfois je me demande si on vit tous sur la même planète. Y'a des gens sous les bombes et on parle que des JO sur les ondes. On a laissé le pouvoir à des mecs pas nets. Et ça me rend jusque sous les ongles. C'est pour nos frères à Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. Que reste-t-il de notre humanité, de Gaza à Paname, tous concernés? Ce qu'on regarde sur l'écran télévisé pour d'autres, tu sais c'est la réalité. Les cours d'histoire ne nous ont-ils rien enseigné? 2024 on se tire encore dessus pour une divinité qui l'a jamais demandé. Les mères pleurent, les pères ont peur, sentent-tu les cœurs se serrer? Même en terre brûlée il reste une fleur. Faut pas la laisser faner, elle se trouve dans nos cœurs. C'est pour nos sœurs à Haïti, au Congo, en Kanaki, pour la Syrie, la Palestine, tous les autres pays, pour toutes les âmes meurtries, sachez qu'on vous entend d'ici. Ne laissez pas taire vos cris, on s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. On s'arrêtera pas avant d'avoir justice. C'est l'heure de crier très fort qu'on va pas s'arrêter là. Nous on rêve comme le faisait Mandela, d'un monde où on s'accepte, où on se respecte, peu importe la gueule, peu importe l'âge.
La religion, le genre ou le langage, où personne fuit les balles, où personne fuit les balles, où personne fuit les balles. Et c'est la fin de ce tunnel. Il restait des milliers de questions que nous aurions pu nous poser, mais malheureusement, l'émission ne dure pas 4 heures. Si ça ne vous va pas, vous pouvez toujours écrire à Radio France. Ne vous inquiétez pas, ils verront bien vos courriers. C'est l'heure du coup pour moi de dire au revoir à mes invités. Tout d'abord, toi, Dina, qui vient de chanter. À bientôt. Bah, à bientôt. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Gros moment important, il y a 2 dates qui arrivent en janvier. Donc il y a la première, c'est le 16 janvier au Bijou pour les Toulousains. C'est un concert 2 mois. T'aimes beaucoup Toulouse, il y a le Rose Festival, le Bijou. Mais j'habite à Toulouse, hein, je suis toulousaine. Ah, j'avais pas capté. Et oui. Autant pour moi. On va parler après d'où t'habites, etc. Parce que là, j'ai envie de poser des questions. Allez, let's go. On va rendre l'antenne. Mais ouais, du coup, pour les Toulousains, c'est ma première date où je suis en tête d'affiche, donc venez. Il n'y a pas beaucoup de place, ça va être vite complet. Et pareil, 31 janvier au café... Non, c'est plus le café de la danse parce qu'ils veulent pas de la Palestine. C'est aux Étoiles. Voilà. Et là, ça va être un grand moment aussi, donc faut sold out cette date, les gars. Merci beaucoup, Dina, et à bientôt. Merci. Alicia, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Non, en sur ce les moment, réseaux, sur dans les les réseaux, c'est ça. Sur les plateformes, Alicia Eliès sur les réseaux, et mon nom d'artiste, c'est aussi celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à rester connecté et à suivre un peu tout ce que je fais. Merci beaucoup, Alicia. Donc, Alicia Eliès sur toutes les plateformes. Stéphane Flocari, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Là, je prépare 2 gros projets. Un livre sur l'attente, sur toutes les attentes, toutes les formes de l'attente, que j'espère sortir, publié à l'automne prochain. Et aussi une bibliothèque idéale de Nietzsche, où je vais retraduire et recommenter tous les plus grands textes de Nietzsche. Nietzsche, avec qui tu travailles depuis des dizaines d'années, enfin avec qui tu travailles, sur qui tu travailles ? Depuis une 30aine d'années, ouais. Eh bien, merci beaucoup Stéphane et Merci. à bientôt. Et enfin, Léa Germano, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, là, à la caserne ? Sur les réseaux, absolument, Studio Paillette, et à la caserne, on a notre boutique où on accueille tous les gens qui veulent passer à Paris ou qui habitent là. Donc c'est aussi l'occasion à Noël, puisqu'on a tous ceux qui ont reçu de l'argent et qui veulent s'offrir une expérience. Vous pouvez venir au showroom, à la boutique, prendre rendez-vous ou passer comme ça et tester en fait, et vous amuser avec votre style et tester le concept. Et louer une petite tenue du coup. Voilà, louer une tenue pour le nouvel an, puisqu'on est le 26 décembre, donc ça approche à grands pas. Eh bien, merci beaucoup pour ta venue, Léa, et à bientôt. Et moi, il est l'heure de vous dire au revoir, à la semaine prochaine. Vous connaissez le rendez-vous, 19h, 21h sur Move.